Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 11 mars 2024. Nous sommes au lendemain du très oubliable PSG Reims, mais nous allons quand même revenir dessus. Ce sera le premier thème du soir. Le deuxième thème sera justement un peu la fin de saison du PSG en Ligue 1, puisque le club semble pas parti pour prioriser le championnat. On est trois ce soir seulement, je suis désolé, vu que vous m'entendez, je suis pas mal malade, donc je me suis dit trois, comme ça sera pas trop long, ça sera très bien. Normalement, Daryl est là. Bonsoir Daryl. Bonsoir Philo, bonsoir tout le monde. Voilà. Et normalement, l'ami Blaise aussi est là. Bonsoir Blaise. Bonsoir Philo, bonsoir à tous, c'est au quart de finaliste de Ligue des Champions. Ah oui, tout à fait. Nous le Ah oui, sommes faut pas toujours. l'oublier. Et puis d'ailleurs, on connaîtra notre adversaire vendredi prochain à midi, si je me trompe pas. C'est Voilà. ça. Bonsoir à vous sur live, ça fait très plaisir de vous retrouver, puisque ben on s'était pas vu depuis jeudi, donc ça faisait loin. Mercredi, pardon. Je suis ravi de vous retrouver. Et un petit mot pour la personne qui m'a envoyé un type qui m'a dit mardi matin c'est mon meilleur jour de la semaine, ben, j'ai mon podcast qui tombe. C'est uniquement pour toi que je fais le podcast ce soir parce que je suis vraiment pas bien, je veux qu'une chose c'est aller me coucher. Sur ce, on va attaquer. Tiens, prédiction sur le tirage au sort pendant ce live. Bah tiens, on va commencer par ça rapidos. Daryl ou Blaise, vous imaginez qui? S'il nous manque la moitié des qualifiés. Imaginez, je ne sais pas, par contre, je veux une équipe inférieure sur le papier à la nôtre. Donc, le vainqueur de PSV ou retrouver Dortmund m'irait très bien. Après, je pense que je ne sais pas pourquoi, mais je sens Manchester City, malheureusement, les amis. D'accord, bah écoute. Daryl, toi de ton côté, tu as un avis? Bah, à un avis, non, enfin, c'est un tirage au sort, hein, mais Allô, on a perdu Daryl, mais... Moon, mais moi je Ah, vois bien vas-y. peut-être un petit Barça là, D'accord, bah ou, pourquoi pas. ou Naples s'il passe. Voilà. Oui, voilà, oui, parce que le Barça n'est pas encore qualifié, ils ont fait un partout à l'aller. Ouais. Bah nous, enfin moi de mon côté, je suis à peu près persuadé qu'on va se reprendre le Real Madrid parce que ça fait au moins 2 ans que le destin veut ça, vu ce qui se passe avec un autre joueur. Mais le Bayern aussi, ouais, un des deux. Tiens, Bayern ou Real, je sens on va y avoir droit encore. Donc, on verra la suite. On me dit, je pense qu'on sait plus qui on ne va pas tirer. City, Inter et Real. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ah non, on me dit, je pense qu'on ne sait pas qui on veut pas tirer, à savoir City, Inter et le Real avec son arbitrage. Oui, c'est sûr. C'est effectivement les trois noms à cet instant dominants. Et oui, le Real, ça fait 2 ans. Là, c'est bon. L'UEFA, ils veulent de l'audience. Ils sont pas là pour perdre de temps. Donc, peut-être. Écoutez, on saura tout ça vendredi vers midi. On fera toujours un live très très réactif. D'ailleurs, on est souvent très au taquet. Je tiens à vous le dire si vous voulez suivre le tirage que vous pouvez pas. En général, vous êtes vraiment très bien servi. On va attaquer sur PSG Reims, qui était donc le match de ce dimanche à 13 h. Alors, un certain Frédéric Antonetti a quand même sorti à l'antenne de Canal. J'ai jamais vu un bon match à 13 h. Eh bien, écoute, Fredo, on est avec toi. Je déteste moi aussi cet horaire et le match qui a été produit va pas me le faire aimer, on va dire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, les Paris Saint-Germain et le Stade de Reims ont fait match nul sur le score de 2 buts partout. Je vais vous retrouver les buteurs. Donc ouverture du score de Mouinetsi à la 7ème, passe décisive de Diakité. Égalisation d'Abdelhamid contre son camp à la 17ème, passe décisive de personne, même si le corner est tiré par Hakimi. Enfin, but du 2-1 de Gonzalo Ramos. Pareil, pas de passe décisive si ce n'est un Rémois qui avait décidé de donner le centre de lit directement à Ramos. Et enfin 2-2 par Diakité sur une très belle passe décisive d'Agbadou, le défenseur central rémois. On me dit, je n'ai pas trouvé si naze que ça le match. Non, non, je force un peu parce que le match n'a pas été à l'avantage du PSG, mais c'était un match de Ligue 1 tout à fait correct. On a vu bien pire cette saison avec le PSG notamment. Est-ce que j'attaque le pouls? Daryl, Blaise veut se lancer. Bon, allez, je fais rapidos et comme ça, Daryl et Blaise vont beaucoup compléter. Bah, un peu ce que je redoutais, une équipe très remaniée forcément par rapport à la Ligue des Champions. Faut pas nier l'aspect énergivore de la compétition, surtout au huitième retour, il y avait quand même pas mal de tensions côté parisien. Un début de match un peu raté, le PSG arrive quand même à retourner le match en sa faveur, et puis après bah, on s'endort un peu, ou on n'a pas non plus les joueurs nécessaires pour garder la main mise sur la partie. Je pense notamment au milieu de terrain où il y a pas vraiment de joueurs capables de gérer le TPO de match.
Seconde mi-temps, où on tente de revenir, mais Reims croit en sa chance, et Reims, qui est une équipe un peu démobilisée depuis des semaines, depuis que l'entraîneur veut se barrer, bizarrement, bah Reims s'accroche, Reims est dangereux, et finalement, on attend l'entrée comment dirais-je, des gros joueurs pour commencer à être un peu dangereux, mais même le forcing de fin de match, à part les frappes de Mbappé, il n'y avait pas non plus grand-chose. 2-2, logique. Pas un grand match. Reims, qui est un adversaire qui nous gêne pratiquement à chaque fois, nous a encore gênés. Même s'ils sont démobilisés au Parc des Princes, ils se sont un peu bougé les fesses, forcément. Et je trouve qu'il y a pas beaucoup de positifs, mais on va y revenir plus en détail. Daryl, je te laisse compléter ou Blaise. Bon, vas-y, Daryl, je t'en prie. Comme tu l'as dit, c'était un match un peu moyen. Ou alors avec les circonstances, c'est-à-dire après une qualification européenne et aussi l'horaire du match, on pouvait s'attendre à ce que la prestation ne soit pas incroyable. Euh, Luis Enrique a poursuivi en plus dans sa gestion devenue désormais habituelle. Donc on a vu pas mal de remplaçants, même si bon, pour ce match, ça pouvait quand même s'expliquer. Alors ben, on a vu un début de match. Alors, tu as dit que bon, le début était raté. Là, bah, j'ai revisionné juste avant le podcast la première mi-temps, hein. En fait, même le début, finalement, est pas trop mal. Ce qui gâche vraiment tout, en fait, c'est bah, le cadeau énorme fait par Hakimi, absolument incompréhensible, où Navas aussi a une attitude pour le moins étrange, où il lève les bras comme si la situation était sous contrôle, alors qu'on sent qu'il ne contrôle vraiment rien du tout. Et alors après ce but, on a accéléré, mais même le début était pas trop mal. Il y a eu il y a une petite occasion et à la tête de Danilo sur corner. Après ça, donc on multiplie les occasions avec vraiment Ramos en fer de lance qu'on a beaucoup trouvé en début de match. Je crois que j'ai vu un moment j'ai vu une stat passer à la 25e minute, il avait touché 12 ballons, ce qui doit être enfin, il a dû y avoir des matchs où il a été pas très loin de ses totaux sur la globalité de sa rencontre. Donc il était plutôt pas mal actif. Le Kangin Lee, j'ai trouvé le duo aussi Lee Hakimi qui lui a vraiment cherché à se racheter. Euh, Plutôt dynamique, actif. Il y avait une bonne entente entre les deux, à mon sens. Donc pas mal d'actions qui se sont développées sur le côté droit. Alors, on a été récompensé de ce temps fort avec déjà 2 buts en 2 minutes, provoqués clairement par Ramos, donc un marqué par lui et l'autre provoqué avec le CSC d'Abdelhamid. Et bon, on a continué à être plutôt pas mal jusqu'à à peu près la 30e environ. Et en fait, le marqueur un peu de cette baisse de performance, c'est le moment, je sais pas si tu vois, c'est le moment où Danilo se manque un peu à la relance là. Ouais, Il laisse échapper un ballon, ouais, voilà. Et donc bon, il se rattrape et il la récupère de manière impeccable. Mais voilà, c'est à partir de là, il y a eu vraiment une baisse du niveau technique. Alors même en début, dans la bonne période, le niveau technique dans les derniers mètres était pas incroyable, mais ça restait correct. Mais après ça, vraiment, c'est même dans les 2 premiers tiers du terrain, on a perdu vraiment des ballons faciles. Il y a Ugarte qui perd 2 ballons en très peu de temps en fin de mi-temps. Reims qui pousse, qui a un bon quart d'heure. Et on est puni à la fin. Il multiplie un peu les situations. On s'en sort pas mal. Il y a une situation, par exemple, où il y a un centre assez dangereux qui peut être bien repris. Et en fait, il y a deux Rémois qui se gênent un peu bêtement, une action un peu gag. Et bon, au final, on est puni sur le but de Diakité, avec bah, une passe d'Agbadou qui transperce toute l'équipe. Grosse faute d'inattention de Beraldo sur le coup. Et bon, faut souligner aussi quand même l'appel de l'attaquant, mais là, se faire prendre comme ça, c'est un peu choquant. Et bon, voilà, on est puni. En deuxième mi-temps, bon bah on continue sur les bases, les mauvaises bases malheureusement de la fin de première.
Et alors il y a un petit frémissement vers l'heure de jeu et puis surtout au moment de l'entrée des attaquants, donc de Mbappé, Dembélé, Kolo Muani. Il y a quelques tirs de Mbappé bon, qui manquent malheureusement de danger. Bon, il y a une frappe qui passe pas loin, vraiment pas loin de la lucarne, mais globalement, on n'en a pas fait assez vraiment pour mériter de mettre ce troisième but. Donc bah, au final, c'est un troisième match nul consécutif. Bon, c'est deuxième de suite au parc en plus. Ouais, Donc bon, voilà, je pense que c'est la première. J'ai pas vérifié, mais je pense que c'est la première fois de la saison qu'on enchaîne 3 matchs. ouais, sans gagner. Ouais, ouais, On voilà, sans avait, gagner. on avait fait 2 matchs nuls, Lorient-Toulouse en tout début de saison, mais après c'est tout. Ouais, c'est ça, voilà. Même le début de saison où on était un peu au ralenti, on n'avait pas enchaîné comme ça trois matchs sans victoire. Alors bon, paradoxalement, malgré le résultat, l'opération au classement est plutôt pas mal puisqu'on a agrandi l'écart et récupéré donc nos 10 points d'avance sur Brest. Mais une nouvelle fois, c'est un résultat Pas pas terrible. terrible et un contenu pareil très moyen. Donc voilà, c'est le match. On sent clairement que l'accent est mis sur les matchs de milieu de semaine, donc Coupe de France et Ligue des Champions. Bon, on aura un thème sur la gestion de Luis Enrique plus tard, mais voilà, Ouais. c'est dans ces rencontres-là qu'on pourra juger si l'option qu'il a prise d'impliquer tout le monde, de faire Oh, tourner, quitte à lâcher un peu des points, sera payante ou pas. ouais. C'est marrant que tu le dises, sur le fait, effectivement, comme dit sur live, on a retrouvé les 10 points d'avance. C'est pire que ça, c'est qu'on fait un match mauvais, on prend un point. Brest fait plutôt un bon, voire un très bon match à Lens, ils reviennent avec 0. Tu vois le contenu, tu vois les résultats, c'est pas du tout en adéquation, quoi. Donc, bon. Et on nous demande de quand date le dernier but de Kolo Muani. J'ai un doute, PSG Lille, non? Quelque chose du genre, non? Me semble-t-il. Mais ça fait un petit moment, effectivement. Il avait eu du mieux début 2024, et puis là, depuis quelques temps, oh là là. Autant Ramos enfile les buts avec une certaine régularité, autant Kolo Muani, là, en ce moment, c'est très très compliqué. On me dit Nantes. Non, non, attendez, Nantes, c'était au mois de novembre, quand même. Il a marqué depuis. Il a marqué contre Lille le 10 février, c'est bien ça. Voilà. Il avait joué 90 minutes. Et il avait marqué, je pense, le deuxième ou le troisième but. Je me souviens, moi, j'avoue, j'ai aucun souvenir de ce but-là. Donc, ah mais si, c'est celui en toute fin de match, Barcola qui déborde et qui trouve au cordeau Kolo Muani. Voilà. Donc c'était le 10 février, donc il y a un mois pile. Bon ça, février, il y a que 29 jours, voilà. Ah ok, on me dit non, quand il était à Nantes. Non, quand même, le pauvre, depuis là, il a pas mal marqué au point que le PSG envoie un très gros chèque pour le faire venir. Blaise, sur le... Daryl a bien décrit toutes les phases du match. Est-ce que tu veux rajouter un point en particulier ou on passe un peu à l'analyse collective? On t'écoute, on est tous là. Ouais. Non, c'est votre pouls du match combiné est assez représentatif de ce qu'on a pu voir. Ce que je peux ajouter, c'est que, donc, vous l'avez dit, 3 matchs nuls consécutifs, 2 au Parc des Princes. On peut, je pense, relativiser ou pas, mais ça définit quand même une tendance, pas forcément une tendance préoccupante pour l'équipe, mais ces matchs interviennent dans un climat où il y a de la gestion pour certains, pardon, et puis pour l'un, peut-être, ah, j'ai pas envie de dire qu'il est mis de côté volontairement, mais sans forcément qu'il y ait de punition. C'est plus pour, comme le dit le coach, préparer la saison prochaine ou en tous les cas apprendre à son équipe à retrouver de la confiance, à trouver des automatismes sans son meilleur joueur. Donc c'est plus ça qui est à mettre en avant, mais après sur les événements du match, je pense qu'on va pouvoir rentrer dans la partie collective pour un peu décrire ce qu'on a pu voir ce dimanche. Ouais, la partie collective. Ouais. Non mais en fait c'est marrant, c'est que bon, on a fait une nouvelle compo très alternative, hein, parce que bah si on prend un peu je reprends la composition d'équipe de Luis Enrique, on a donc Navas dans les buts remplaçant. En défense, on a pratiquement que des titulaires, hein. Hakimi, bon, Danilo titulaire bis, Beraldo, Hernandez c'est des titulaires, enfin, ce sont pardon. Au milieu de terrain, Solaire, bon, remplaçant et puis bout du banc de touche, hein. Ugarte
globalement remplaçant, Zaire Emery titulaire. Et devant, Lee remplaçant, Ramos remplaçant, Barcola plus ou moins titulaire. Euh, c'est quand même une composition à part en défense, au milieu et devant. Il y a beaucoup de remplaçants. Je pensais pas qu'il ferait autant tourner en attaque, par exemple. J'imaginais plutôt qu'il garde un des deux entre Dembélé et Mbappé. Alors peut-être que Dembélé était déjà sorti en cours de route à la Real Sociedad, donc je pense que c'est pour ça que j'imaginais rester. Bon, ça n'a pas été génial. Mais ce qui est paradoxal, c'est que même s'il fait beaucoup tourner, le début de match, et Daryl, tu le dis, est pas mauvais. Bon, on prend ce but un peu bête, mais ça attaque, ça joue collectivement, il y a des bons mouvements où tout le monde arrive à être impliqué. Par contre, tu finalises deux buts, mais moi j'avoue que ce qui me gêne un peu, c'est à quel point ces joueurs, alors peut-être parce qu'ils sont remplaçants, comment dire, se perdent ou n'arrivent plus à se trouver au bout de 20-30 bonnes minutes, quoi. J'ai pas vu d'ajustement spécifique de Reims, hein. Peut-être qu'ils ont mis un peu plus d'impact parce qu'ils se sont rendus compte que c'est pas une équipe, surtout ces joueurs-là, hein, je pense au milieu de terrain, bah, Solaire, Lee, même Ugarte, c'est des joueurs qui à l'impact sont dans la difficulté. Et voilà, mais la mi-temps me paraissait pardon, arriver au bon moment parce qu'on venait juste d'en prendre un et je pense qu'on en prenait un deuxième si ça durait un peu plus longtemps. Enfin, un troisième, donc ça aurait été. Mais la non-réponse à la reprise du jeu me. C'est pas m'inquiète parce que, comme je l'ai dit, c'est une équipe de remplaçants, enfin une équipe très à prime. Me convainc pas quoi, parce que Lucien Riquet arrête pas de dire bah avec le temps ça va infuser un peu plus, tout ça, et je vois pas une équipe, ou en tout cas ces joueurs-là, qui s'infusent des principes de jeu dans la durée. Comme si en fait il leur a donné les consignes au début, ils ont réussi à les appliquer une demi-heure, et après les types se sont complètement perdus. Oui Blaise? Ouais, ce que tu dis, c'est pour moi le premier point, c'est que il y a effectivement un bon mix. Je pense que à la marge, hein, il y a peut-être débat sur la titularisation de Navas, mais surtout après coup, Solaire, on va dire qu'il est toujours un peu discuté par son niveau, mais en soi, la composition, il n'y avait pas de choses très discutables enfin, quand on prend en compte le fait qu'on a joué mardi une qualification en quart de finale. Sauf que, comme tu le dis, Je me le permets début de juste de te match. couper, Blaise. Ouais. Il y a quand même un truc que je trouve discutable, c'est que ton meilleur milieu de terrain c'est Zaire Emery, et des trois c'est le seul que tu fais pas jouer à son poste le plus naturel. Il y a juste ça qui me choque un peu. Ah, Mais bon voilà quoi. c'est pas faux. Mais il a déjà Oui, eu à basculer de l'un à l'autre. Après, ça faisait un petit exactement. moment. Donc moi, en tout cas, ça m'a pas choqué. Et je me dis que dans l'idée de Luis Enrique, peut-être que mettre Solaire dans les meilleures dispositions dans lesquelles il peut on va dire, s'exprimer, ça peut se comprendre. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé la composition très problématique. Mais comme tu le disais, et comme je pense que tout le monde l'a vu, c'est que le premier but, Rémois, il intervient sur une erreur individuelle, c'est flagrant, on la voit, ça n'a pas de lien vraiment avec les hommes alignés, mais comme sur la longueur, on a vite vu que les principes qu'on voit chez Luis Enrique, qu'on voit au Paris Saint-Germain depuis le début d'année, bah, ils étaient très peu mis en pratique. Je pense que le choix des hommes en soi n'est pas forcément problématique, on a parfois vu des équipes presser très haut, même avec Kylian Mbappé ou avec peu importe les hommes alignés. On n'a jamais eu cette volonté de construire de la base arrière avec une certaine patience. On avait souvent les arrières centraux qui trouvaient directement les couloirs et puis une prise d'initiative, soit des latéraux pour lancer le jeu, notamment Hakimi, ou soit en tout cas trouver rapidement Barcola ou Lee. Et donc en fait, il y a dans ce match-là, moi ce qui me pose problème au-delà du résultat, parce que comme vous l'avez dit, on reprend un point sur le deuxième qui reste Brest. Je pense, c'est pas une menace en tant que telle, mais ce qu'on a pu apercevoir, c'est que quand on a regardé ce match-là, au-delà du stade, du nom des joueurs et du maillot, moi, j'ai pas vu un match du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Et c'est en ça que quand on arrive, on se dit on est en mars, que les équipes ont pu travailler ce que nous, sur nos forces, hein. Elles ont pu travailler sur nos forces, que nous aussi, on doit avoir travaillé sur nos forces. C'est en ça que ce match,
Il n'est pas inquiétant parce que je pense que vraiment ça a relativisé. Et on est quand même plombé par des erreurs assez flagrantes. Une technique et une autre de placement, de positionnement. Et ça, c'est un peu. Il y a plusieurs joueurs englobés dans cette erreur. Mais moi, j'ai trouvé qu'on a eu les mêmes difficultés à se créer des situations nettes au-delà des 25 minutes en réaction de l'ouverture du score rémoise et de la fin de match avec l'entrée des titulaires habituels en attaque. Et surtout, j'ai pas du tout retrouvé ce que Luis Enrique a toujours voulu inculquer dans la manière de défendre, dans la manière d'harceler, dans la manière d'isoler, dans la manière tout simplement de représenter ce qu'il veut. Et je pense que ça, c'est bien résumé parce que, et dans la conférence de presse d'après-match, mais aussi sur ses réactions durant le match, on l'a vu avoir des attitudes qu'il a très rarement. C'est un entraîneur qui peut être assez expressif, mais le voir s'énerver autant, surtout sur la première période, j'ai pas beaucoup de situations où on l'a vu comme ça depuis qu'il nous a rejoints. Ouais. Et tu vois, c'est marrant tout à l'heure, c'est que sur le live, il y a une personne qui disait, ouais, c'est des remplaçants qui montrent qu'ils peuvent pas être mieux que remplaçants. Mais je trouve que c'est encore plus grave pour la plupart, c'est que c'est des remplaçants qui montrent qu'ils ne peuvent pas jouer dans le PSG de Luis Enrique, en fait. C'est-à-dire qu'ils pourraient être remplaçants dans un autre système de jeu, moins exigeant, comment dire, moins définitif dans l'approche. Mais là, certains, ils peuvent juste pas jouer, en fait, dans ce PSG-là. Enfin, je vois le match de Solaire, par exemple. On le fait jouer, je sais même plus pourquoi. Si, parce qu'il faut pas blesser, il faut pas tirer trop sur la corde avec certains, parce qu'on va beaucoup jouer au mois d'avril. Il a pas de volume de jeu, le pauvre. Il comprend pas. J'ai pas l'impression qu'il comprenne spécialement ce que l'entraîneur demande. Bon, si, peut-être défensivement, mais tu vois, offensivement, il est nulle part. Euh, Encore un Lee, malgré son déchet, j'ai l'impression qu'il rentre un peu dans le projet technique du coach. Mais il y a certains joueurs, même un Ugarte, quand je vois le match de samedi, je me demande un peu qu'est-ce qu'on va faire de lui, quoi. Euh, bon, enfin, c'est vrai qu'on nous dit Solaire, Lucho l'aimait bien que l'Espagne. Ça fait partie de ces joueurs comme ça. Il y a des entraîneurs qui aiment bien certains joueurs. Pochettino était tombé sous le charme de Draxler, hein, c'est pareil. Ça a été improbable, hein, mais bon. Peut-être qu'il est très bon à l'entraînement. D'ailleurs, c'est vrai que l'an dernier, on avait des bons échos Tu sur parles de Solaire. Solaire, sinon? Ouais, oui, Non, mais je pense pas. Je pense absolument pas qu'il soit Luis Enrique soit convaincu par lui. Comme tu l'as dit déjà, sa place elle est au bout du banc. Ça faisait un moment qu'il avait eu du temps de jeu, un rôle. Il est vraiment présent là pour faire tourner et pour ne pas aligner, on va dire, un titulaire de plus, donc notamment Vitinha au milieu de terrain, qui lui sera amené à jouer un rôle dans la saison. Et on voit que l'option à privilégier, enfin, l'option qui pourrait être choisie s'il devait tourner là avec l'absence d'Asensio notamment, c'est Mayulu. Je Oui, pense c'est ça. que on a tous envie de se dire qu'on a envie de le voir. Dans la tête d'un entraîneur, je suis pas persuadé qu'il voit le joueur à l'entraînement. Je peux comprendre qu'il ne soit pas forcément très rassuré à l'idée de le mettre, mais Non, moi, en mais tout cas, oui, je peux voilà. comprendre Mais que Solaire. tu vois, j'ai cité Solaire ou Ugarte parce que je trouve que c'est vraiment le milieu de terrain qui a été déficient ce week-end. Mais pour eux, ça va être compliqué à l'avenir. Mais ce qui est terrible en fait dans l'analyse, et je trouve que il y a beaucoup de paradoxes sur ce match et ce week-end de Ligue 1, c'est que les deux mecs qui te plantent, savoir Hakimi et Beraldo en défense, c'est deux titulaires en fait. Et les remplaçants, je pense notamment à le but c'est Ramos et Lee principalement. Tu vois, le deuxième, le premier c'est Ramos qui pousse à la faute. C'est des remplaçants qui te les font marquer. Et c'est là où ça me gêne un peu, c'est que tes remplaçants sont pas très bons, mais ils arrivent à faire assez pour marquer deux buts, ou un et demi on va dire. Mais en revanche, tu te fais trahir par tes titulaires qui font des cagades pas possibles. Bon alors, je dois admettre que Navas a fortement aidé Hakimi à faire son incroyable bourde, mais c'est c'est à la fois un peu gênant, je trouve, pour les remplaçants parce qu'ils montrent pas non plus un truc de fou, même si ils arrivent à faire assez pour être devant au score, mais c'est aussi un peu inquiétant pour les titulaires qui arrivent pas à être exigeants dans la durée. Et Hakimi, je prends lui, mais bon, voilà. Enfin, il a quand même 26 ans, il en est à ça peut-être 6 ou 7e action qui mène directement à un but de la saison entre la Ligue des Champions, la Ligue 1 et tout ça. Peut-être même la Coupe de France, mais j'ai pas d'image en tête. Ça fait beaucoup quand même. Donc
enfin le mix des deux, incapacité des remplaçants à épouser le style de jeu, titulaire pas totalement fiable parce que pas totalement concentré, bah ça te fait un match nul 2-2 contre une équipe qui mettait pas un pied devant l'autre et qui a gagné, je crois, qui était la plus mauvaise en 2024 ou pas loin. Non, Montpellier devait être encore pire avant cette journée parce qu'ils ont gagné. Oui, Daryl, tu voulais dire quelque chose à un moment. Oui, non, c'était juste, je pense que tu vois, par rapport au paradoxe que tu soulèves là, sur les erreurs des titulaires. Bon, c'est vrai que Hakimi est un peu coutumier du fait, mais bon, là, je pense que le contexte du match, enfin, ça, c'est une erreur qui arrive vraiment au début. Bon, et il était en plus sur des bases techniques vraiment suspectes, on va dire, en début de rencontre. Donc, je pense qu'il a mis un peu de temps à rentrer dans son match, mais je pense que c'est des trucs un peu circonstanciels, quoi. Mais c'est vrai que c'est un problème que les remplaçants qui ont leur chance vraiment là avec Luis Enrique, on peut pas dire qu'il manque de temps de jeu. Oui, c'est vrai que c'est très problématique qu'il ne saisisse pas cette chance. Luis Enrique il répète souvent que c'est pas un cadeau de jouer au PSG. Et bon, pour certains, on peut se demander si voilà, s'ils ont bien conscience de ces mots-là. Bon, je pense que notamment voilà, un Solaire, c'est là, on arrive quand même dans une phase. Ça fait un an et demi, enfin un peu plus même, qu'il est présent au club, et les bons matchs sont très difficiles à trouver. Et surtout, on sent un joueur qui peine vraiment à trouver sa place, à s'insérer dans le jeu, et peu importe la position dans laquelle il joue. Donc oui, bon, bon, c'est un joueur de bout de banc, donc c'est pas dramatique. Mais bon, c'est vrai que là, les prestations s'enchaînent. Ah, là, je vois que tu viens de mettre une photo. C'est une photo qui date du match? Ouais, ouais, c'est les photos de François de Ah ouais, dimanche à 13 ok. h. Notre bon Bon, Carlos, ballon dans les pieds. ouais, c'est ça, trouver une photo de Solaire avec la balle au pied. Et c'est pas facile, hein. Je peux vous le dire que c'est pas Bravo. facile, Bah c'est oui. pas courant, hein. Il y a des mecs, on a du mal à avoir les photos avec le ballon dans les pieds, hein. Et c'est un exploit technique un peu quand même. Comme dit, il est bon le Ouais. photographe. Il est excellent, c'est le meilleur. Et en plus, il est gentil. On nous dit oui, il a touché le ballon, et oui, 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 tout à fait. Mais, enfin, on en rigole, il a touché le ballon. Mais tout à l'heure, je parlais du fait que le milieu de terrain arrive pas à imprimer quoi que ce soit, enfin, ce milieu de terrain de remplaçant. Mais à part Warren qui a du volume de jeu, Ugarte il a du volume défensif, mais avec le ballon, il va toujours s'effacer devant quelqu'un. Et Solaire, que ce soit défensif ou offensif, il a zéro volume. En fin de match, Luis Enrique met Lee en relayeur droit. Je pensais qu'il le ferait plus tôt d'ailleurs. C'est pas non plus super convaincant. Bon, ça fait quand même 3 milieux de terrain. Tu peux compter sur un, t'en as deux qui sont là, qui jouent dans des rôles très 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 spécifiques. C'est dur au bout d'un moment de gagner des matchs ou d'avoir la maîtrise quant à ça. Et on me dit sur live, une remarque très bonne, on a l'impression que l'écart de niveau entre titulaire et remplaçant, il est énorme chez nous depuis des années. Oui, et c'est pour ça que l'effectif du PSG, il est en reconstruction, qu'il n'est pas extraordinaire, et qu'il faut l'améliorer dans la durée, parce que quand tu regardes le banc de touche, bah, si vous avez regardé 2 heures après PSG Reims, City Liverpool, les changements que fait City, bon, c'est pas tout à fait les mêmes joueurs, le même calibre, on va dire. Après, Philo, sur ce match, on a aussi vu l'équipe, allez, on va dire bis, avec des très jeunes de Liverpool, qui est capable de fournir un contenu autrement plus qualitatif que ce qu'on a vu dimanche chez nous, hein. Mais c'est d'ailleurs pour ça que eux, ils auront un avenir à Liverpool et qu'il y en a pas mal du 11 de départ qui n'auront pas d'avenir au PSG à moyen terme. C'est comme ça, c'est tout. Bon, après, faut le dire aussi, d'un côté, tu joues un Liverpool City pour le titre, où tu sais que c'est le match de l'année, tu t'arraches. Nous, ils jouent un PSG Reims le dimanche à 13 h en ayant 9 points d'avance face à une équipe qui met pas un pied devant l'autre. Et émotionnellement, mentalement, c'est incomparable, tu vois, c'est même pas la même compétition dans le fond, quoi. Le PSG joue pratiquement des matchs amicaux en Ligue 1 en ce moment. Enfin, l'intensité qu'on met, en tout cas, elle est pas digne du championnat. Enfin, elle est digne d'une équipe qui a 10 points d'avance, quoi. Tout simplement. Je me dis, j'ai l'impression que certains joueurs s'endorment en Ligue 1 aussi. Il y avait des échos dans le vestiaire les années précédentes que certains internationaux qui jouent beaucoup dans la saison jouaient à l'économie de la Ligue 1. Parce qu'ils disaient, bah, t'as 70 matchs dans la saison, t'as peut-être 15 matchs de Ligue 1 un peu facile, bah ouais, tu vas jouer à l'économie parce que t'as de l'avance et tout ça.
c'est humain aussi, hein. Pour ça que j'allais vous dire l'Inter qui a 10 points d'avance, ils jouent un peu plus à fond. Mais peut-être parce qu'eux, ils ont des places à gagner, que la concurrence est un peu plus forte. Chez nous, au PSG, je pense que Solaire, il sait très bien qu'il jouera pas plus d'ici la fin de la saison. Ce genre de joueurs, c'est dur de les impliquer beaucoup, quoi. Voilà. Daryl, Blaise, sur l'aspect collectif, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que moi, Daryl, je t'ai un peu coupé tout à l'heure. Oh non, 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 pas de souci. Là, je pense on a abordé les points principaux. C'était pas un match avec des enseignements. Enfin, il s'inscrit totalement dans la continuité de ce qu'on voit depuis plusieurs semaines. Donc, ouais, au risque de se répéter, voilà, à mon avis, on peut, enfin, personnellement, voilà, je pense Ouais. on peut passer au perf individuel. Tiens, question rigolote. Est-ce que je pars avec Solaire arrière droit en quart de finale de Ligue des Champions? Alors la réponse est non. Mais s'il faut partir avec le Hakimi qu'on Ah a oui. vu hier, c'est pas beaucoup plus rassurant, hein. Donc Ah bah de toute façon, c'est pas possible. Donc, il est suspendu. Donc, oui, comme mais ça. là, en théorie, on va en jouer deux des quarts de finale quand même. Mais je pense que c'était une question par Oui. rapport à la suspension de Hakimi, oui. Bon, honnête, franchement à cet instant, Après, ouais. Ouais, compliqué. ouais, non, mais ça, c'est sûr que, on va dire que l'identité du titulaire sur le match aller et donc sur le match retour avec le retour d'Hakimi, je pense qu'il y a malheureusement pas de doute. Après, on ne sait jamais Ah, si d'ici là Mukiele revient en odeur de sainteté, mais on risque potentiellement de voir un Warren retrouver ce rôle-là, à moins. Et là, c'est ça vrai que dépendra de ton A l'adversaire, je pense, non? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ton A m'a fait dire que effectivement, peut-être je m'avançais un Mm, peu. ouais. Mukele, je ne suis pas sûr, mais tu vois, Oui, oui, on pense Marquinhos, même au capitaine numéro voilà, 5. Ouais. voilà. Après, faudra déjà voir l'adversaire, faudra voir la période. Mais je pense que Nordi Mukiele, sur son entrée sur la pelouse de la Real Sociedad, n'a pas marqué Oui, je beaucoup de pense points. oui, 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 je pense qu'il s'est un peu éliminé tout seul. Voilà. Donc oui, on verra en temps voulu, hein. Marquinhos. Et puis, on a joué toute la saison avec une fausse défense à 4 où le latéral droit joue très, très haut. Peut-être qu'on jouera le quart de finale aller avec la même fausse défense à 4 mais avec Nuno qui est très haut et Marquinhos qui est arrière droit. Il l'a déjà fait, il est pour son équipe, il a des défauts, mais il a toujours été très volontaire et prêt à tout donner dans des circonstances pas toujours faciles. Et ben on verra ce qui va en être, tout simplement. Mais c'est dans longtemps, hein. Le quart de finale, pour vous donner une idée, c'est dans un mois pile, si je me trompe pas, c'est le mardi 9 ou mercredi 10 avril. Voilà. Donc, en un mois, on va avoir 3 journées de Ligue 1 quart de finale de Coupe de France, une trêve internationale. Bon, il y a de quoi faire, hein. Là, on peut perdre 8 joueurs sur blessure à peu Et près. tu oublies potentiellement la demi-finale, il me semble, de Coupe de Oui, France. Ouais, la ah demi-finale ouais, qui je serait le crois qu'il y a 3 ça, ouais. avril, ouais. Ouais, ouais. Ouais. Qui est En gros, on a le mercredi 3, ça serait la possible demi-finale. Le mardi 9 ou le mercredi 10, ça serait le quart aller. Mardi 16 ou mercredi 17, le quart retour. Voilà. Et ensuite, on a Lyon au parc probablement le dimanche 21. Une semaine de trou avant de recevoir le Havre. Et après, peut-être une demi-finale éventuelle, hein, très très éventuelle, le mardi 30 avril ou le mercredi 1er mai. Voilà, tout simplement. Euh, on a fait le tour sur la perf collective. Honnêtement, il n'y avait pas grand-chose à en dire, hein. Juste un petit mot, ouais, quelque chose qui m'a un peu surpris, interpellé. On avait vu au dernier match le PSG en 4-4-2. Euh, le losange a déjà disparu, alors que techniquement, il suffisait de mettre peut-être Lee dans le rôle de Dembélé, je pense que c'était envisageable, voire Solaire, puisque au départ c'est quand même plutôt un numéro 10. Bon, finalement, le losange a déjà disparu, comme s'il n'existait que quand Barcola, Mbappé et Dembélé sont sur le terrain. Là, je Donc, pense que le losange, c'était vraiment spécifique au match de la Real Sociedad. Moi, personnellement, ça m'a pas surpris de pas revoir le losange. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça devienne le système privilégié. Un peu comme en début de saison où on avait pas mal changé de système et à chaque fois, il restait un petit peu il restait un certain temps dessus jusqu'à ce on arrive à ce 4-3-3. Mais là, ça fait quand même de longs mois qu'on est passé dans ce système et cette animation. Et donc, je pense que le système de la Sociedad, c'était vraiment une solution temporaire qui pourra revenir éventuellement en Ligue des Champions, hein. Mais c'était pour répondre aux problématiques posées par la Real Sociedad. Et
à mon avis, le système privilégié dans les compétitions nationales restera ce 4-3-3. Très bien. Je pense aussi, mais je serais pas surpris qu'on le revoie beaucoup en Ligue des Champions, le losange en revanche. Oui, Blaise, pardon. Ouais, non, non, après, moi, j'étais plus, bon, pas surpris comme vous sur le fait on joue, on retrouve un système un peu plus connu. Par contre, euh, ça rentre aussi avant les prestations individuelles pour moi dans l'analyse globale du match, pas forcément que nous. Reims n'a pas joué du tout de la même manière qu'au match aller, où on se rappelle qu'on gagne 3-0 avec un pressing. Je pense que oui, ça doit faire partie des 5 matchs où on a été le plus en difficulté pour ressortir le ballon malgré la, la belle relation Kylian Mbappé, Dembélé, enfin en tout cas le match de Kylian Mbappé notamment à l'aller. Donc il y avait matière à plus jouer. Et en fait, ce qu'on on s'est rendu compte, bon, après, on a eu les difficultés qu'on a eues, mais que Reims aussi, qui est une équipe qui est en difficulté actuellement dans les résultats, mais aussi je pense, dans l'ambiance en interne, on a vu un match avec, logiquement, pour nous, une équipe qu'on doit dominer au score, mais ça ne s'est pas vu, ça ne s'est pas vu là, alors qu'ils nous ont proposé une opposition qui était relativement gentille. Ouais, après, peut-être justement que si Reims n'a pas fait le même match qu'à l'aller, c'est qu'ils se rendent compte que le PSG a beaucoup changé depuis le match aller. Que venir presser comme des tarés, comme ils avaient pu le faire à l'aller, c'est aujourd'hui quelque chose qui est beaucoup plus dangereux parce que t'avais quand même des bons relanceurs avec Beraldo, Hernandez, Danilo, tout ça, quoi. Euh, Ouais, c'est possible, hein. De toute façon, Luis Enrique, Will Steele a dit qu'ils étaient venus pour faire, en tout cas sur la première mi-temps, ce ils étaient venus faire. Et je pense que on l'a vu, on l'a vu notamment parce que l'action qui entraîne le premier but, ça reste quand même une belle sortie de balle. Il trouve rapidement le côté droit et puis un centre dans une zone dangereuse. Et puis après, bon, après sur le deuxième but, là, c'est autre chose. Mais oui, j'ai trouvé ils avaient une manière d'attaquer qui avait l'air travaillée avec surtout la volonté, euh, notamment avec notre côté droit et Hakimi qui, en plus de son erreur, on va dire, il a un caractère qui fait que quand il fait une erreur, il a envie de se rattraper directement, quitte à sacrifier un peu de cohérence collective et dans son placement. Mais oui, on a vu ils avaient la volonté, comme souvent les équipes de Ligue 1 dernièrement, de trouver rapidement les côtés pour jouer des 1 contre 1. On va dire, faire sortir nos centraux de leur position et puis se trouver en capacité de centrer parce que c'est sûrement sur les phases de jeu où on est le plus en difficulté pour défendre. ouais, exactement. C'est vrai qu'on me dit sur live que on perd très très peu cette saison. Ça, c'est beaucoup de matchs moyens. Oui, bah. Le PSG n'a perdu qu'une rencontre contre une équipe française cette année. C'était Nice le 15 septembre dernier, si je me trompe pas, au parc. Avec un vendredi soir post-trêve, donc c'était pas un cadeau. Et sinon, en Ligue des Champions, on a perdu 2 matchs, à Newcastle et à Milan. Mais globalement, le PSG de Luis Enrique, qui doit en être à 35 matchs, là, ou pas loin, a perdu 3 matchs. Donc c'est moins de 10% des matchs. Après, bon, il y a une bonne dizaine de matchs nuls, je pense, mais c'est pas beaucoup, quoi. On va passer au perf individuel. Je sais que Daryl est désolé de ne pas pouvoir faire son point GGO hebdomadaire. Est-ce que tu veux nous faire le point Keylor Navas, qui Ah malheureusement est bah un peu moins positif? oui, je pense qu'on peut, oui. Ouais, alors là, chute de qualité. Non. Là, bon, bah, ce sera pas aussi positif que pour Didio. Bah oui, bah Navas, bah, on a senti sur ce match la différence et on a vu que c'était un gardien qui n'avait pas joué depuis un moment. J'ai senti un peu rouillé. Alors il y a ce premier but là où, bah, comme je l'ai dit dans le pouls du match, c'est vraiment pas terrible. Il donne la sensation. Déjà, bon, sa sortie est pas vraiment à propos, je trouve. Et il donne la sensation après d'être en contrôle, alors que bon, il contrôle vraiment pas du tout la situation. Bon, alors là, il est coupable, mais bon, Hakimi reste le principal coupable sur l'action. Après, bah, il encaisse un deuxième but sur la deuxième frappe cadrée adverse.
où là, bah, il est pas responsable évidemment, mais on sent qu'il est pas décisif. Il est un peu il subit l'action en fait. Il est pas du tout proactif. Et bon, voilà, j'irai pas jusqu'à supputer que l'issue aurait été différente avec Didio, mais bon, voilà, sur cette action, c'est quand même difficile de pas y penser. Après, même sur le reste, ses sorties aériennes, bah, j'en vois pas vraiment. Il a été vraiment très passif dans sa surface, pas du tout dominant, il a dégagé aucune autorité sur les corners ou coups francs adverses. Bah, ouais, j'ai pas souvenir de sortie de sa part, de dégagement au point ou de ce genre de choses. Euh, Niveau du jeu au pied, il a surtout assuré. Alors, il y a pas eu d'erreur. Euh, quelques relances correctes, mais il a surtout cherché à allonger, notamment pas mal sur Ramos, et n'a pas été très efficace. Bon, bref, donc c'est oui, une prestation pas mauvaise, mais moyenne, quoi. Il a été un peu un peu facultatif, quoi, j'ai trouvé. Ouais, Et bon, petit on peu. sent que il a été aligné sur ce match parce que il fallait lui donner je pense qu'il y avait un accord pour qu'il joue la Coupe de France et bon, comme Luis Enrique et son staff doivent sentir que ce serait peut-être pas la meilleure des idées d'aligner Keylor Navas sur des matchs décisifs qui peuvent se terminer en plus au tir au but. Donc et voilà. D'ailleurs, on voit bien même, je crois que c'est en conférence de presse, il est interrogé Ouais, c'est ça. sur ça, et là il dit ah ouais, bah, c'est pas une mauvaise idée, j'avais pas réfléchi. Quand j'ai vu cette conférence de presse, j'ai tout de suite deviné que Navas serait titulaire. On sent que c'est le moment où il a réalisé que oui, ce serait peut-être le Ouais, moment idéal ouais, c'est ça. pour donner du temps de jeu à Keylor Il faut le faire jouer plutôt l'autre que là. sur le match contre Nice. Ah, mais c'est Bon, profitons-en maintenant. bah d'ailleurs le dernier tour de Coupe de France c'était il y a un mois et sa titularisation c'était le 10 février contre Lille où il avait été assez facultatif aussi. Bon, on est sur un joueur en fin de contrat, en fin de cycle, en fin de carrière, en fin de tout quoi. Bon. On me dit le PSG a gâché la fin de carrière de Keylor Navas. Bah écoutez, il a eu pas mal d'opportunités de partir et il a toujours voulu s'accrocher à son salaire. Au bout d'un moment, il faut faire des choix, hein. Soit tu joues, soit tu es payé. Il a choisi d'être payé. Faut pas. Il est parti 6 mois en Angleterre à Nottingham. Il a eu un prêt assez moyen. Quand tu es pas très très décisif dans une équipe qui joue le maintien d'Angleterre, je sais pas ce que tu peux espérer dans une équipe qui vise la Ligue des Champions. Donc, bah, c'est triste à dire, mais il a un peu ce qu'il mérite, quoi. Donc, un joueur qui est vraiment en fin de cycle. Mais c'est vrai que, comme dit sur le live, je pensais que Tenas était devant lui dans la hiérarchie. Je le pensais aussi jusqu'à début janvier, quand Luis Enrique a donné à Keylor Navas la Coupe de France, au moins les 2 premiers matchs. Et maintenant, j'ai l'impression qu'il va lui donner le match de Ligue 1 précédent ou suivant le match de Coupe de France. Donc je pense pas qu'il lui donne PSG-OM, si on est qualifié et qu'on joue Rennes le 3 avril. Mais le PSG Clermont du samedi 6 ou dimanche 7, il a une bonne tête de match pour Keylor Navas, celui-là. Voilà. Donc bah, c'est comme ça, c'est la fin de la saison, c'est la fin de son aventure à Paris. Je pense que c'est un peu la fin de sa carrière en Europe aussi. Il est possible qu'on le retrouve en Arabie Saoudite avec Cristiano Ronaldo comme à la belle époque. Et puis bah merci pour tout et au revoir monsieur, hein. C'est vrai que sa prolongation, un jour on en reparlera, mais elle n'était pas très heureuse, on va dire. Blaise, Daril, on a fait le tour là du match de Keylor, hein, c'est bon, on va pas s'attarder trop. En défense, est-ce qu'il y a un joueur dont vous voulez parler? Blaise, on t'a pas entendu sur Keylor, il y en a un en défense ou tu veux passer direct au milieu? Ouais. J'ai envie d'être un peu positif et je pense il ne faut jamais rater une occasion de dire quel formidable défenseur est Lucas Hernandez. Parce que on peut dire ce qu'on veut quand il est aligné sur le côté, sur une parfois une timidité offensive, mais ce qu'il fait avec le ballon, même quand il est dans le camp adverse, il fait jamais n'importe quoi.
Et surtout défensivement, en fait, on se rend compte que les ailiers droits, les milieux droits, les arrières droits, en fait, ils passent tous un très très mauvais quart d'heure qui dure parfois 90 minutes, mais c'est un joueur absolument fantastique pour défendre et c'est toujours bon d'avoir ce type de profil, de voir en plus que à son poste d'arrière central côté gauche, on avait peu de doutes, mais là en fait on a même vu directement quand il a été repositionné sur le côté droit et ça c'est une des choses qu'on avait entrevues en Ligue des Champions. Ça reste, je pense, hein, à l'instant T, notre meilleur défenseur et de loin. Donc vraiment toujours positif. Il y a rien d'extraordinaire par rapport à ce qu'il est capable de faire, mais on voit que bah, chaque fois un joueur de côté lui est opposé avec des profils différents, de la vitesse, ok, sur le premier appui, il peut se faire prendre parce que ça reste parfois compliqué de bloquer à ligne, enfin, dès le départ des joueurs très vifs, mais il est toujours au contact, il revient, il est, franchement, honnêtement, et c'est un joueur fantastique qu'on avait eu l'occasion de voir en équipe de France, à l'Atlético Madrid, un petit peu au Bayern, même s'il y a eu des blessures. Et puis on le voit chaque semaine. Là, on parle plus du tout d'absence, enfin de sa dernière blessure au ligament croisé. On voit que c'est un joueur qui est totalement fiable et on est très très heureux de l'avoir. Et tiens, on me dit sur live, il est lent, seul point négatif. Moi, je suis d'accord que sa lenteur me perturbe un peu parfois. T'as l'impression que sa lenteur est un peu quelque chose d'hérité de sa grosse blessure. Non, je suis pas. On la voit évidemment plus sur le côté, mais moi je suis pas très gêné par les défenseurs qui, on va dire, ont une explosivité moindre que les joueurs offensifs. Aujourd'hui, on voit que dans la formation, dans les profils, les joueurs qui jouent sur les lignes offensives sont très rapides, sont capables de faire des changements d'appui. Mais lui, honnêtement, ça me dérange absolument pas. Et comme je l'ai souvent exprimé notamment quand on a parlé de la progression à venir de Beraldo. En fait, il a tous les attributs d'un défenseur qui est un peu moins rapide. Il est accrocheur, il est jamais loin, il sait quand tacler, il sait faire des fautes quand il le faut. Honnêtement, moi, je suis pas gêné. Après, évidemment que potentiellement, il y aura un match où ça va se voir plus et plus on arrive sur les mois de donc la mi-mars, avril, mai, on va potentiellement le voir. En tout cas, on souhaite d'avoir des oppositions plus élevées. Mais moi, je suis absolument pas gêné par ça. Peut-être Daryl, hein, si son avis peut être intéressant, mais moi, sa vitesse de course ne me dérange absolument pas. D'accord. Daryl, un avis sur Lucas Hernandez et sa vitesse de course? Ouais, moi, sa vitesse de course ne me dérange pas trop non plus, enfin, particulièrement quand il joue dans l'axe. Alors oui, sur le côté, c'est vrai que des fois, il peut être un peu pris, mais c'est quand même assez rare. Et puis surtout, il a quand même un certain vice qui fait qu'il arrive, même quand il est un peu pris sur les premiers appuis, il arrive à accrocher le maillot ou à faire faute sans faire faute, quoi. Ou voilà, à rattraper la situation, ou en tout cas à ralentir l'adversaire pour le gêner dans son centre. Donc non, moi ça me dérange pas particulièrement. Après, c'est vrai que enfin, comme toi, j'ai quand même j'ai pas le souvenir que c'était qu'il avait cette lenteur sur les premiers appuis avant les croisés. Donc je sais pas si c'est dû à cette blessure, mais je trouve que malgré ça, il s'en sort quand même plutôt pas mal. Mais voilà, je le préfère évidemment dans l'axe. Ouais. Non mais je suis d'accord, je préfère dans l'axe, c'est vrai côté gauche. Et on me le dit justement sur la live, il y a des flèches en Ligue 1 sur les côtés, ça va vite, ça va très très vite en Ligue 1 sur les côtés. Je me souviens de Tourelle qui disait mais vous vous rendez pas compte en Ligue 1, toutes les semaines tu affrontes un avion de chasse sur le côté, faut s'adapter, tu peux pas jouer comme tu veux. C'est pas un championnat facile, hein. Il y a des défauts évidemment, notamment tactiquement, c'est pas le meilleur championnat de la planète. Techniquement, il y a des joueurs un peu limités, mais par contre, tu vas pas vite sur un côté en Ligue 1, t'existes pas, hein. Donc la Ligue des Talents porte bien son nom, qu'elle s'est auto-donné évidemment. Mais bon, c'est comme ça. Et Philo, Oui. juste parce il y a un commentaire dessous de nous, je l'avais pas, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que en le lisant, je partage totalement. Il dit qu'il aime bien comment il améliore ses coéquipiers.
Et j'ai vu ça. Après, bon, Marquinhos, il y aura toujours des débats. Je pense que ici, on est tous conscients de la qualité qu'il a pu montrer, qu'il peut montrer. Mais lui et Danilo, bon, Danilo, c'est pas forcément visible sur ce match, mais je trouve qu'ils ont une bonne influence sur les partenaires autour d'eux. Et donc, c'est vraiment un commentaire que je partage totalement. Je trouve que quand il est associé à quelqu'un, il est rassurant et je pense il participe à la qualité de la prestation de son partenaire proche en défense. C'est probable, effectivement. On nous dit qu'il pourrait utiliser plus son gelon ou c'est une consigne du coach. Oh, c'est probablement une consigne du coach. Luis Enrique, il aime pas trop les grands ballons devant. Je sais pas si vous vous rappelez sur la fameuse occasion à Dortmund où il y a le sauvetage de Zule. C'est un grand ballon vers l'avant de Luis Enrique et on voit de Lucas Hernandez et on voit Luis Enrique dire non, non, fais pas ça, fais pas ça. Donc c'est, je pense, une demande du coach. Ou alors, faut être sûr de ce que tu fais, t'appeler Beraldo et arriver à trouver des solutions de façon permanente parce que sinon ça fait partie des trucs que l'entraîneur il aime pas beaucoup. On va passer éventuellement au milieu de terrain. Bon, on a déjà un peu évoqué le cas du Casper de Valence. Oh, à part si Blaise et Daryl veulent rajouter quelque chose, mais bon, on va éviter de s'acharner sur lui, le pauvre. Oui, Daryl, Blaise voulait parler Non, de. non, 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 non. Non, Non, j'allais non, c'est dire, bon, c'est bon. on ne Euh, s'acharne C'est- pas sur les gens. Pas de souci, soyons dignes. Vous voulez dire un mot sur Ugarte ou Warren ou pas? Oui, Bah, non. ouais, bah, Euh, je veux bien dire un petit mot. Ah, je sais pas, Blaise, si tu veux peut-être dire non, en non, premier. vas-y, je prendrai l'autre. Vas-y, comme ça, on Ok, fait ça. ok. Ok, ok, bah, ouais, je veux bien dire un petit mot sur Ugarte. Parce que c'est un match un peu. C'est pas forcément simple à analyser pour lui, parce que son match n'est pas mauvais, notamment sur le plan défensif, où il a été très présent, il a gratté beaucoup de ballons, et je pense il était vraiment pour, très impliqué dans la bonne tenue de notre première partie de première mi-temps. Euh, mais avec ballon, ouais, il a un peu de mal à passer le cap. Il y a eu certaines prestations où il a pu montrer des choses intéressantes. Et même là, il y a des actions qui sont plutôt pas mal. Je pense, bah, en tout début de match, il lance Ramos dans la surface. Il est présent à l'entrée de la surface. Alors la passe est un peu forte, mais je crois que c'est ça qui amène le corner où Danilo met sa tête qui est pas juste à côté. Donc il y a des fois quelques petites promesses avec ballon, mais c'est jamais constant au cours d'un match. Et puis là, bah, on voit il y a ses limites qui ressurgissent quand il est touché, voilà, près de sa surface. Qu'il a un peu mis sous pression, bah, c'est compliqué pour lui. Donc là, il y a ces deux pertes de balles très dangereuses bon, qui sont pas exploitées par l'adversaire, mais c'est assez fréquent chez lui. Et puis aussi, je trouve que même sur ce qui est censé être donc, son point fort, donc le duel et la récupération, dès lors que l'adversaire commence à mettre pas mal d'impact physique, il se retrouve un peu trop facilement au sol à mon goût. Et oui, c'est vraiment gênant, oui, parce qu'il y a, voilà, on l'a dit à plusieurs reprises, il a coulé en novembre avant de remonter un peu la pente, mais malheureusement, il arrive pas à s'élever plus haut. Et en fait, quand on voit Ruiz, c'est bon, qui a des limites réelles. C'est voilà, c'est souvent on se demande ce que ferait. Enfin, je vois pas mal de gens voilà réclamer Ugarte à sa place, mais quand je vois les prestations d'Ugarte, je comprends pourquoi Ruiz est titulaire. Et c'est malheureusement il en fait pas assez pour menacer et pour prendre sa place, quoi. Alors que je pense que voilà c'est pas une concurrence absolument terrible. Mais oui, c'est insuffisant. Et bon, comme tu t'en parlais tout à l'heure, là, c'est à se demander, oui, s'il a les capacités vraiment techniques de faire mieux et quel sera son avenir si c'est pas le cas. Non mais c'est ça quoi. On me dit finalement Idriss Gueye était meilleur. Je sais pas si c'est les meilleurs, mais en tout cas, il l'a pas fait beaucoup mieux que Gueye. Bon après, j'ai pas du tout envie de regretter Gueye, hein, tout ça, mais
C'est les pertes de balles en fait, comme on dit sur live, c'est pas normal qu'ils perdent autant la balle. La protection de balle, elle pose problème. Ça, c'est vrai. Et c'est récurrent surtout. Mais j'avoue que moi, ce qui me gêne le plus, c'est peut-être le milieu de seconde période où Reims commence à le dominer athlétiquement. Euh, enfin, qu'il soit dominé athlétiquement sur certains profils de Ligue des Champions, genre Joelinton, Loftus-Cheek, qui sont des joueurs de première ligue, qui est le championnat le plus intense de la planète, ça me choque pas forcément énormément. Qu'il soit dominé par des mecs de Reims athlétiquement, euh, c'est un peu gênant quand même. On parle de Reims, quoi. Alors Reims, c'est vrai qu'un entraîneur calibré première ligue et tout ça, mais bon, je suis un peu choqué à ce niveau-là, quoi. Et par exemple, un truc qu'on me dit sur live, on reparle du but, il est sentinelle, pourquoi enfin, je trouve que c'est bizarre que ce soit pas sur la trajectoire de la passe, quand même. Je trouve ça un peu étrange. Voilà. On me dit c'est dans la tête. Ah non, non, je pense que justement, là, c'est pas du tout dans la tête. Ce que je dis, c'est totalement dans le corps. À savoir que il faut qu'il se muscle, il a une technique défensive qui est bonne, voire très bonne, ça j'ai aucun souci à le dire. Mais en revanche, il y a des moments, la technique va pas lui suffire, il va lui falloir plus de muscles. Et je vois pas aujourd'hui en lui un joueur de niveau Ligue des Champions sur pas mal de points, notamment l'intensité dans les duels ou la qualité technique. Pour Luis Enrique, qui est quand même un entraîneur qui a connu des joueurs de très 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 haut niveau, moi je comprends très bien, comme tu dis, pourquoi il est pas titulaire en Ligue des Champions, voire sur certains matchs de Ligue 1, quoi. Et ouais, voilà, Mounetzi, c'est un joueur très, très dur. Ouais, je trouve que justement, c'est Mounetzi qui a explosé Ugarte au contact. Ok, mais on parle de Mounetzi, quoi. C'est pas non plus le joueur qui va te marcher. Enfin, je sais pas si vous vous rappelez quand Ndombele marchait sur le PSG, qui mettait des coups avec ses grosses fesses à Rabiot, Verratti et Enco. Euh, bon, c'était encore autre chose. Là, ce n'est que Munetsi, qui est un bon joueur, hein, Marshall Munetsi. Attention, je dis pas que c'est un mauvais joueur, mais on n'est pas, c'est pas un joueur qui va jouer l'Europa League. C'est pour vous donner un exemple. Rennes est venu chercher un milieu de terrain cet hiver à Reims. C'est pas Munetsi qu'ils ont pris, c'est l'autre, dont le nom m'échappe. Mais c'est, enfin, vous voyez de qui je parle. Donc, Matuziwa. Matuziwa. Matuziwa, l'excellent Matuziwa, qui lui, pour le coup, était vraiment un joueur un peu plus supérieur. Mais pareil, je pense que Ugarte, il aurait explosé à l'impact face à Matuziwa. Donc, merci le live, vous suivez, ça fait plaisir. Je suis toujours aussi perplexe sur Ugarte, en tout cas. C'est ma conclusion. Je sais pas, Blaise, où t'en es de ton côté, mais... Ouais, en fait, je partage vos réticences, ou en tout cas vos réserves. Et moi aussi, j'ai constaté des choses assez surprenantes parce que, comme tu le dis, il a une technique défensive au corps à corps qui est plutôt intéressante. Je pense même la meilleure parmi nos joueurs, hein, même parmi les défenseurs, mais que il y a un manque de muscles, mais qui est assez surprenant parce que je pense pas qu'il faille faire 1,90 m et 90 kilos pour arriver à stopper des joueurs de la qualité de ce. Il est un joueur qui se plaît dans la désorganisation. C'est un joueur qui court un peu, il aime bien aller compenser à droite, à gauche. Voilà. Et en fait, sur le deuxième but rémois, moi, effectivement, quand on constate l'image après le but, on se demande pourquoi. Mais en soi, quand on voit évoluer le joueur, pour moi, je suis pas surpris que sur une opportunité et si l'adversaire a la qualité, il soit pas sur la trajectoire de passe ou au moins au positionnement attendu pour un joueur qui joue sentinelle, j'ai pas forcément envie de le dire, mais en tout cas qui joue en point de basse dans un milieu de terrain à 3. Donc, moi, je trouve que c'est un joueur qui peut, je pense, évoluer et de manière plus confortable quand il est vraiment sur la même ligne qu'un autre milieu de terrain. Mais pour lui, jouer seul en point de basse, je ne sais pas s'il se surresponsabilise ou s'il a envie de faire beaucoup de choses ou si simplement c'est un joueur qui aime courir pour se sentir bien. Mais il manque de discipline dans un PSG où, justement, avec Luis Enrique, on a vu que c'est quand même un critère important. Donc, au-delà de ce qu'il fait avec le ballon, je pense qu'il y a aussi ces aspects-là qui font que ces titularisations sont assez compliquées à imaginer quand on rencontre des adversaires d'un autre calibre. Ouais, mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis sur Sentinelle ou double pivot.
Ça, en début de saison, on jouait quand même. Est-ce qu'on jouait vraiment avec un milieu à 3 quand on était avec Mbappé à gauche? On avait peut-être plus l'impression qu'il jouait sur la même ligne que Warren et que Vitinha était carrément décroché côté gauche. Peut-être qu'il y a une explication tactique et qu'il est aujourd'hui pas mûr tactiquement pour être une sentinelle. Bon, euh, on verra. Je suis pas certain qu'il sera sur le marché l'été prochain parce qu'il a quand même coûté 60 millions d'euros, qu'il a des qualités que certains n'ont, enfin que la plupart n'ont pas dans l'effectif. Mais je suis pas non plus aujourd'hui convaincu qu'il soit le joueur du futur au Paris Saint-Germain. Et surtout avec cet entraîneur en fait. On me dit pourquoi il a été recruté. Bah, c'est ça le problème au Paris Saint-Germain, c'est que le directeur sportif il a recruté des joueurs parce que c'est son métier. Mais le directeur sportif il a recruté des joueurs alors que l'entraîneur n'était pas encore nommé, qu'à l'époque on savait pas si ça serait Luis Enrique, Nagelsmann ou autre, et que c'est pas le directeur sportif qui décide de l'entraîneur. Ça montre juste un dysfonctionnement du club en fait. Ça montre pas un dysfonctionnement forcément du directeur sportif et ou de la direction. C'est juste que bah t'as un peu un... C'est dur de faire coller les deux quand tu as des gens qui sont pas forcément avec la même vision à moyen terme pour le club. Bon, voilà. Et c'est vrai que peut-être que Luis Enrique verra en Ugarte un joueur de double pivot à moyen terme, mais j'ai rarement vu des équipes de Luis Enrique avec des doubles pivots perso. Je sais pas, Blaise ou Daryl, si vous en avez un souvenir en tête, mais même l'Espagne, il avait Busquets et Rodri, il a envoyé Rodri derrière pour pas mettre un double pivot avec deux des Ex- meilleurs milieux. Ouais. Exactement, c'est l'exemple que j'allais dire parce que après, en tout cas, j'ai pas de souvenir de sa Roma ou de son Celta Vigo, mais au Barça, non. Et en sélection, comme tu l'as dit, avec des joueurs aussi qualitatifs, il a fait un choix. Ouais. On nous dit Jordan rend l'argent. Écoutez, Jordan, la dernière fois, était en train de bronzer à Miami, si je me trompe pas. Donc je peux vous dire où est passé l'argent de Ugarte, en tout cas. Mais il vous remercie, hein. Il n'y a pas de souci. Et en plus, ce Sporting fait une formidable saison. Je me demande si l'argent d'Ugarte n'a pas servi à acheter Gyökeres, l'incroyable avant-centre suédois qui va leur donner le titre. Donc, c'est comme ça. Au milieu, je pense qu'on va pas, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, hein. Warren a fait du bon Warren, ça c'est bien. Vous voulez parler de Barcola, de Ramos, de Lee? Qui veut commencer par quoi, Blaise? Vas-y. Euh, je sais pas après si on remonte toujours le terrain, donc, mais moi j'avais envie quand même de parler de Oui? Ramos. Après, Oui, je c'est peux bon. vous Non, non, vas-y, on vas-y, remonte tu peux plus. parler Ok, il n'y a pas de de... souci. Parle de Gonzalo. Donc, Gonzalo, c'est paradoxal parce que c'est un match où il a un impact direct. Il est sur les deux buts. Il en marque un. Il pousse à la faute Abdelhamid, même si Abdelhamid, depuis qu'il a annoncé qu'il était plus présent dans l'effectif la saison prochaine, il enchaîne les prestations un peu douteuses. Mais blague à part, il a eu un impact vraiment sur le résultat et ça, c'est très positif pour lui. Je pense, et pour sa confiance, il est à 10 buts cette saison, toutes compétitions confondues. Donc, on arrive sur des standards pour un joueur qui a assez peu joué, qui commence à être intéressant. Je pense que on avait tous imaginé avec donc Mbappé, qui est un dévoreur de buts, Kolo Muani et Ramos, que les deux autres, s'ils tournaient aux alentours d'une quinzaine de buts, entre 15 et 20, ce serait quelque chose de positif. Donc, je pense que on va arriver à ces eaux. Par contre, l'envers du match de Gonzalo Ramos, c'est que techniquement, je l'ai vu faire des choses, mais franchement, honnêtement, c'est très douloureux pour les yeux. Il est, il arrive parfois sur généralement une touche de balle, dos au jeu, à s'insérer dans l'effort collectif. Mais on l'avait vu à Monaco un petit peu, mais là, et à Monaco, il n'avait pas forcément été trouvé dans le jeu. Mais hier, que ce soit pour recevoir dos au jeu, les ballons qui se lèvent à 1,50 m, qu'il a du mal à contrôler, à se retourner, la vitesse de la conduite de balle, honnêtement, là, de la même manière qu'on vient de débattre d'Ougarté, j'ai pas vu un joueur qui pourrait avoir un avenir avec ce niveau de jeu, en tout cas sous le coach qu'on a. C'est absolument pas un mauvais joueur. Et vraiment, je tenais à le dire en préambule parce que c'est vraiment un bon joueur. C'est un joueur qui a un sens du but. On l'a vu contre Lille. Non, c'était pas contre Lille, pardon. On l'a vu Si, contre si. Rennes. Il a un sens du but où sa rentrée montre que dans la surface,
Je pense qu'il est, il est très fort. Il est même peut-être meilleur que Kylian Mbappé sur certains aspects, mais dans ce qui lui a été demandé hier, et encore une fois, je le répète à Monaco la semaine dernière, c'est plus qu'insuffisant. C'est un joueur, en fait, si tu lui donnes le ballon, bah, tu es dans l'incertitude. Et ça peut pas être, pour moi, hein, ça peut pas être possible dans une équipe qui vise la qualité bah, du Paris Saint-Germain et d'être, comme il l'a dit le coach, être parmi les 4 meilleures équipes en Europe. Honnêtement, pour comparer un petit peu sur les attaquants qui participent avec un gabarit un peu grand quand même, mais qui marque des buts, on va dire que Lewandowski, on l'a vu faire des très belles prestations dans le jeu, mais c'est pas forcément là où il est le plus réputé. Mais c'est un autre calibre de joueur. Quand il contrôle le ballon, Lewandowski, c'est un joueur de très haut niveau. Je dis pas qu'il ne l'est pas. Je ne dis pas qu'il ne réussira pas au PSG. Mais honnêtement, hein, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'en faisant ces prestations-là dans le jeu, et je parle pas de statistiques, il puisse avoir un avenir très, très, très lointain avec Luis Enrique. Et surtout, bah, c'est un joueur qui a besoin d'être alimenté par des joueurs qui vont pas forcément jouer pour lui, mais en tous les cas, l'abreuver de passes aux abords de la surface et dans la surface. Et vraiment, honnêtement, j'ai pas vu ça en lui depuis quelques semaines, et voire même si j'ai envie d'être un peu plus, comment dirais-je, exigeant depuis le début de saison. Après, c'est un joueur qui fait ses stats, c'est un joueur qui, quand il rentre dans la surface de réparation, il a des vraies qualités. Mais honnêtement, moi, on a beaucoup stigmatisé parfois les prises de balles de Kolo Muani. Dans un autre style, ce que j'ai vu hier, c'est pas beau. C'est vraiment pas beau du tout. C'est pas beau. C'est... Non mais, je vois ce que tu veux dire. Il y a un moment, l'espèce de sprint avec Abdelhamid, là, t'as deux camions qui se battent voie de gauche de la 86, c'était terrible à voir. C'était vraiment... Oh là là. C'est vrai que on me dit c'est un buteur, ouais. Dans la surface, il est bien, hein. Mais sur le reste... Après, tu vois, je trouve il y a des parties où il peut s'améliorer. Tout ce qui est jeu en pivot, tout ça, ça se travaille, franchement. C'est un truc, ça se travaille. La vitesse, je suis surpris qu'il soit aussi lent. Parce que je sais pas si vous vous rappelez, quand on joue Benfica l'année dernière, il est titulaire en attaque. Et quand il attaque la profondeur, il y a notamment un duel avec Donnarumma qui perd. Mais je vois pas un joueur lent, tu vois. Et là, vraiment, ça m'a un peu choqué. Alors c'est vrai que c'était un ballon, il avait pas c'était une course où il avait pas le ballon dans les pieds, le ballon était déjà devant lui. Mais bon, je suis pas aussi radical que toi parce que je pense qu'il a des qualités, mais il a beaucoup de travail devant lui en revanche. Et pas un petit peu, vraiment beaucoup de travail. On nous dit sur live, il arrive, il faut lui laisser du temps. Il est souvent avec l'équipe B. C'est un joueur qui dépend du collectif. Oui, oui, mais je suis d'accord. Mais par exemple, il est titulaire à Monaco, c'est une équipe pas totalement B. Il est titulaire là. Il est titulaire contre je sais plus quelle équipe. Enfin, il a eu quand même des matchs en 2024 avec des bonnes équipes, hein, des matchs de championnat. Mais il y a des moments où il est trop limité techniquement, quoi. Il est pas assez juste. En revanche, je suis d'accord qu'il se déplace plutôt bien sur le terrain. Euh, il est capable de récupérer des ballons des fois un peu compliqués, ce genre de choses. Oui, il est passé devant Colomboigny, ça c'est vrai. En neuf, il est clairement passé devant Colomboigny, mais au moins il a une bonne mentalité. Ça, comme on dit sur live, on peut pas lui retirer, il a une bonne mentalité. Je sais pas où Daryl le met dans sa hiérarchie, mais voilà. Ouais, bah, sans être, sans aller aussi loin que Blaise, même si je partage l'idée générale, oui, je pense, j'ai quand même pas mal de doutes sur sa capacité à jouer un vrai rôle dans cette équipe avec cet entraîneur. Mais oui, je trouve que c'est quand même un vrai joueur, enfin, un vrai bon joueur dans la surface. Mais j'en avais déjà parlé lors de son entrée contre Rennes, où il avait été, quand on avait poussé, j'avais trouvé ses mouvements, ses gestes, ses déplacements vraiment de
de haut niveau. Mais c'est vrai que dès lors qu'on sort de cette zone, les choses se compliquent rapidement. Alors, je pense qu'il y a quand même une certaine marge de progression, à mon avis, c'est sûr même. Mais bon, peut-être que plus de temps de jeu lui permettra de progresser plus rapidement. Mais bon, franchement, au PSG, il y a une certaine concurrence. Donc, le temps de jeu, il faut le mériter. Mais heureusement, en tout cas, il est décisif et plutôt. J'étais surpris quand Blaise a dit qu'il était à 10 buts. J'avais pas conscience qu'il était monté déjà jusque-là. 9 buts, 9 Euh, buts. à 9, bon. Bon, c'est quand même. Mais c'est Il, pas mal, hein. il est pas loin de la dizaine. Non, Ouais, mais bah ouais, tu c'est vois, pas mal. je Rapporté à regardais son temps là, de jeu. sur les 8 derniers matchs qu'on a joué contre des équipes de Ligue 1, donc en comptant Brest en Coupe de France, il a marqué 4 buts. Donc c'est pas trop Ouais, mal, hein. Il marque contre ouais. Lille, il marque contre Rennes, il marque contre Reims, il marque contre Brest en Coupe de France. Il en est à 6 buts en Ligue 1 en 20 matchs. Sachant qu'il a joué que 958 minutes, c'est respectable. Mais bon, Ouais, ouais, ouais. Heureusement qu'il y a ça, parce que c'est quand même important. On n'a pas non plus énormément de joueurs qui sont capables de marquer de façon fiable dans cette équipe. Donc ça reste un atout indéniable, mais je ne pense pas que ce soit suffisant, malheureusement. ça va être un peu juste. Il y en a un dont on doit parler qui commence à être un peu juste. C'est l'ami Bradley Barcola. Parce que, bon, il avait acquis début 2024 un poste de titulaire de façon très logique. Parce que, bah, je me souviens de Trophée des Champions contre Toulouse, il est excellent. Il arrivait à être décisif pratiquement à tous les matchs. Mais oh là là, la période là, elle est quand je vois qu'ils veulent l'appeler en équipe de France, mais je comprends pas en fait comment c'est possible. C'est pas dans le sens où bah, l'équipe de France, t'y vas quand tu fais des bons matchs en fait, et il fait pas des bons matchs, Bradley. Ça fait un moment, je suis désolé, je cherche une photo de lui, j'arrive même pas à en trouver une, tellement il a été une ombre sur le match de ce week-end. Euh, donc, bah tiens, voilà. Euh, J'avoue, en fait, là, je suis parti cet après-midi voir les matchs qu'il avait pu jouer dernièrement. Parce que je me dis, ouais, peut-être que je suis un peu trop sévère avec lui. Et comme on dit, il fait jamais des très bons matchs, il y a des éclairs. Non, non, il y a eu des moments où il faisait des très bons matchs. Mais là, par exemple, euh, Brest, donc je pars, on est le 28 février, 28 janvier, pardon. Il avait été très bon à Lens le 14 janvier. Brest, il fait une passe décisive, plus sa boulette, où il est expulsé. Donc il est suspendu contre Strasbourg en Ligue 1. Ensuite, il rentre, il fait une excellente entrée contre Lille le 10 février. Écoutez bien depuis. Il y a le match aller Real Sociedad où il met son but, une action et c'est tout. Ensuite, il y a le match à Nantes, il est catastrophique. Le match à Rennes, contre Rennes, catastrophique. 50 minutes à Monaco, c'est peut-être le moins mauvais. Match contre Reims, où il est pas bon du tout. Brest, Coupe de France, de mémoire, il est moyen moyen. Et le match à la Real Sociedad, le retour, où il est encore catastrophique et sorti à la mi-temps. Bah, si vous faites le total, ça fait quand même pas beaucoup de bons matchs depuis un mois et demi. Euh, J'avoue que sa place de titulaire, à mon avis, elle tient plus à grand-chose. Heureusement pour lui que les autres sont pas bons, parce que ça aidera toujours. Mais il y a beaucoup de manques. Et il y a un truc qui me choque un peu, c'est déjà il fait souvent le même dribble, mais ça après, enfin, il y a des ailiers qui ont fait toute leur carrière le même dribble. Si le coup de rein est bon, ça passe quand même. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que par exemple, il a pratiquement plus de jeu en profondeur. C'est quelque chose qu'il avait beaucoup. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on le voit plus jamais prendre la profondeur. En appui, pareil, il n'est pas extraordinaire. Dans ce qu'il a proposé il y a quelques semaines et ce qu'il propose aujourd'hui, alors peut-être qu'il y a un contre-coup physique parce qu'il a beaucoup joué, mais je trouve que on est très très loin de ce qu'il est en mesure de faire. Voilà. Est-ce qu'il y a un contre-coup mental aussi? Peut-être qu'il s'est vu trop haut, trop beau, trop vite. Mais en tout cas, j'ai du mal aujourd'hui à me dire, bah en attaque, il n'y a pas de doute, le troisième c'est Barcola, quoi. Limite, je me dis, on rajoute un milieu de terrain, on enlève un attaquant, on joue juste avec Mbappé et Dembélé devant. Bon, bah pourquoi pas. Euh, il a de la chance que Asensio soit pas là, que Colomboigny mette pas un pied devant l'autre, que Ramos soit un profil un peu compliqué à insérer.
Mais globalement, je suis un peu perplexe quant à la trajectoire qu'il suit depuis quand même pas mal de semaines. Je sais pas, Blaise ou Daryl, ce que vous en pensez, mais il y a un truc, on a beaucoup parlé du fait que Dembélé, par exemple, n'a marqué qu'un but cette saison. Barcola, il en a mis 3 quoi. Bon, euh, c'est pas beaucoup 3 buts quand même. Donc c'est pour ça, je sais pas, je suis un peu rookie wall, bah, peut-être qu'il y a de ça. Je sais pas, Blaise, ton avis? T'as le nombre de passes décisives, Philo? Parce que je l'ai pas comme ça. Pardon, 4 je crois. Ok, Ouais, donc 4 c'est cette ça. 5 contributions, avec le trophée des moins, champions. 5 avec le trophée des ok. champions. Et enfin, Ouais, donc on est sur c'était. moins de 10 contributions directes sur Ouais. des buts. Et je sais pas si vous vous rappelez le Ok, but au trophée des champions, mais Mbappé fait deux trois exploits avant que ça aille au fond, hein. Donc voilà. exactement. Ok, donc voilà, sur la période qu'il vit, au niveau des prestations, je pense que on va tous les trois être d'accord. Après, moi, j'ai peut-être, en tout cas, c'est ce que je constate. Et ça fait plusieurs semaines que, enfin, depuis il a commencé à baisser de régime, et notamment le match aller contre la Real Sociedad, je trouve que ses prestations, ses bonnes prestations, le desservent. Je vais m'expliquer. C'est un joueur qui, malgré une capacité d'élimination, qui est capable d'être très spectaculaire et très surprenant pour les adversaires, et pour nous, hein, et qui a qui est, comme dirait Titi, il est smooth quand il dribble, mais c'est un joueur qui a besoin de préparation. Moi, je le compare souvent à ce rôle des ailiers que Pep Guardiola notamment à démocratiser, avec des ailiers qui ont un rôle à cela, c'est-à-dire être sur le côté, écarté, jouer des 1 contre 1. Et ce qu'on voyait et ce qu'on voit moins, c'est que c'est un joueur qui a besoin que l'action soit préparée. C'est pas un joueur comme Ousmane Dembélé qui va être touché par son latéral, assez isolé, à 35-40 mètres, et qui va pouvoir soit entrer dans le cœur du jeu, affronter deux, trois adversaires avec réussite. Je trouve que c'est vraiment un joueur qui a besoin d'être touché assez haut et donc d'avoir une certaine préparation dans les actions qu'on voit moins actuellement. Et c'est pas forcément du fait de l'équipe, parce que même si on est parfois en gestion, enfin, on est en gestion actuellement, et que bah, lui, après, inévitablement, il montre qu'il est un peu moins en forme. Je trouve que la qualité de la préparation pour le trouver dans des bonnes dispositions, elle est moins présente. Et il y a ce qu'il produit, il y a ce qu'il fait quand il a le ballon dans les pieds, où ça reste oui, insuffisant pour le moment, voire, puis après on pourra éventuellement avoir des avis peut-être plus tranchés si ça perdure. Mais je trouve que ce qu'on produit avec le ballon collectivement participe au fait il est moins impactant dans les matchs. Et au-delà des statistiques, au-delà des dribbles réussis qu'il ne réussit plus, moi je trouve vraiment que c'est un des symboles de la moins bonne qualité de nos matchs, tout simplement. Oh, oui, je crois qu'on a perdu Blaise là d'un coup. Ah ouais, Non, Allô? je non, je sais crois pas où qu'il vous avait vous êtes fini, hein. arrêté. Ah d'accord, ok, j'avais pas compris que t'avais fini. Je croyais que Ah oui, tu oui, étais j'avais en plein fini, milieu ouais, de pardon. phrase. J'étais là genre Ouais. bon bah il est mort le type. Adieu, on t'aimait bien. Ouais non Non, non mais c'est vrai que c'est un bon symbole effectivement de la qualité moindre des matchs. Écoutez, on a un mercredi soir PSG Nice où on attend la grosse équipe côté parisien. On attend une grosse performance côté PSG aussi. On va voir s'il est en mesure de, comme tu dis, de recoller un peu au reste et d'être bon, quoi. C'est vrai que c'est pas un pur ailier, il a été formé en neuf à Lyon, mais il a beaucoup joué sur un côté quand même. Et tu vois, ce qui me fait un peu tiquer dans ton théorème, Blaise, c'est qu'à la Real Sociedad, c'est l'équipe 1, on fait un très bon match collectivement, et il n'y est pas du tout. Donc c'est un peu... alors c'est sur un poste un peu particulier, il joue ailier droit et tout, mais est-ce que aussi ça te gêne pas de le voir comme ça un peu en difficulté non? ah oui, oui, bien sûr que il y a. C'est pour ça que je n'allais pas forcément revenir et dire les mêmes mots que toi, mais il y a ce qu'il produit quand il a le ballon dans les pieds. Et je pense que on a vu dès ses premières secondes quand il est rentré à Lyon après son transfert, il est rentré à droite, il a apporté, il a apporté. Il a beaucoup joué à gauche, il a apporté. Donc là, il y a ce contexte où il est
potentiellement moins bien, ou il est dans un moment de la saison qu'il n'a jamais connu auparavant. Il y a des sollicitations, puisque un joueur généralement qui est appelé en équipe de France, faut pas croire qu'il le sait en même temps que nous. Enfin, il a parfois des petits indices, donc il y a potentiellement ça, mais je trouve que ça se corrèle aussi avec avec une qualité de nos prestations qui est moindre. Mais inévitablement, pardon, quand on voit ce qu'il a été capable de produire mardi, c'était mardi, ouais, mardi contre la Real Sociedad, alors que pourtant ils étaient dans des bonnes dispositions, hein, avec Kylian Mbappé, et on a vu ce que le numéro 7 a pu produire de son côté. Il y a sa forme qui rentre en ligne de compte. Mais pour moi, je pense il faut quand même aller chercher sur ce qu'on produit qui n'améliore pas la qualité de ces matchs. C'est sûr que ça ne doit pas l'aider. Est-ce que Daryl veut rajouter quelque chose sur un autre joueur? On a fini de parler de ce PSG Reims qui était pas l'affiche du siècle, soyons honnêtes. Non, non, c'est bon, je pense on a assez Bon, parlé de ce match qui n'était pas fameux. effectivement, on va remercier Panty79 pour le subs en cours d'émission et on va passer à la deuxième partie, le deuxième thème qui était donc un peu lié à ce match parce que c'est quand même pas la première fois qu'on a des matchs pas foufou. Euh, Luis Enrique semble faire de la Ligue 1 son troisième objectif, euh, avec beaucoup de turnover, des équipes un peu bis en Ligue 1. Est-ce que ça vous paraît logique ou est-ce que ça vous paraît suicidaire? Je t'écoute Daryl, je donnerai mon avis peut-être après. Je veux bien votre avis aussi sur le live, logique ou suicidaire. Allez-y, vas-y Daryl. Ouais, alors, suicidaire, le mot me paraît quand même un petit peu fort. C'est un hommage, Mais c'est un hommage à un certain forumer qui a tendance à se trancher les veines un oui, peu oui. vite, que tu Alors, reconnaîtras. je vois tout à fait. Oui, oui, je vois tout à fait. Mais non, je pense que alors au début, parce que maintenant ça fait quand même un petit moment que Luis Enrique a décidé d'adopter cette stratégie. Bon, je comprenais tout à fait, et d'ailleurs, enfin, je comprends toujours. Mais là, je trouve que on est quand même la balance entre voilà la gestion et la nécessité de faire tourner un peu l'équipe type et d'associer les joueurs qui sont amenés à jouer ensemble dans les grands matchs, à les faire jouer, à les faire répéter leur gamme et jouer ensemble, à les maintenir sous tension. Je trouve que la limite commence à pencher un peu, un peu dangereusement du mauvais côté. Alors, je comprends tout à fait que Luis Enrique, et d'ailleurs il s'en explique quasiment à chaque conférence de presse, hein, voilà, il a cet objectif de maintenir tout le monde impliqué étant donné les objectifs qui sont les nôtres et le fait qu'on soit engagé dans plusieurs compétitions énergivores, et puis vu l'avance qu'on a, c'est plutôt il y a une forme voilà, bah, de logique à utiliser le championnat comme une forme de laboratoire. Mais là, alors bon, comme la prestation contre la Real Sociedad a été de qualité, pour l'instant son pari est payant. Et on aura aussi un autre élément de réponse bah, dès mercredi avec le match contre Nice. Mais j'avoue que je suis un petit peu dubitatif par rapport à ça. Je pense que ce serait pas forcément une mauvaise idée de commencer quand même à faire jouer un peu plus souvent des joueurs qui limite pourraient perdre un peu le rythme. Là, quand je vois par exemple Mbappé, alors bon, il y a cette histoire de préparation de l'avenir, mais bon, je pense que c'est pas, il y a pas, ça peut pas être la seule raison parce que enfin, par exemple le Solaire joue 70 minutes, on peut pas parler, voilà, dire que on est là pour préparer l'avenir, ou alors c'est un avenir bien sombre. Donc voilà, je suis curieux. Tant que moi, je suis patient, je pense que Luis Enrique quand même a bon, son pédigré, son palmarès parle pour lui.
Évidemment, on va pas mettre en doute ses compétences. Voilà, c'est une stratégie qu'il a, je pense, adoptée voilà, lors de ses expériences précédentes. Il sait tout à fait ce qu'il fait. Et étant donné les résultats, et puis bon, la progression quand même qu'on peut constater sur les gros matchs, parce que en Ligue des Champions, notamment sur les rencontres à l'extérieur, on constate quand même qu'il y a eu une évolution à chaque rencontre pour aboutir à cette très belle prestation contre la Real Sociedad et cette qualification totalement maîtrisée. Donc ces résultats et les contenus dans les matchs qui sont en tout cas joués très sérieusement parlent pour lui. Donc il a obtenu le droit d'avoir de la confiance par rapport à cette gestion. Mais c'est vrai que moi, je suis quand même assez dubitatif. Jamais vu, enfin, en tout cas très rarement, de la gestion dans dans ces extrémités-là, quoi. Et puis, ce qui me pose aussi un petit peu problème, c'est au-delà de la gestion, c'est parce que bon, ça, il y a le côté Luis Enrique, mais ce qui est aussi vraiment problématique, c'est que les joueurs en question, et bon, ça, on a abordé ce sujet-là pendant la partie précédente. J'ai pas forcément l'impression qu'ils lui rendent vraiment, en tout cas les remplaçants, qui saisissent l'opportunité et qui lui rendent vraiment sa confiance. Oh, Donc, pas trop, non. ouais, voilà. Donc, on verra. Je pense que c'est un peu, c'est toujours un peu compliqué d'évaluer ce genre de choses là sur le court terme parce qu'on est en fait sur une stratégie qui est censée porter ses bienfaits vraiment sur les 3 prochains mois, enfin, donc sur le moyen terme. Donc là, bon, on constate chaque semaine qu'on perd des points, que les contenus des matchs sont toujours un peu moyens. Mais c'est vraiment les résultats dans les compétitions éliminatoires et les prestations des joueurs qui sont amenés. Si voilà, un jour il nous arrive un souci avec un titulaire, déjà on va le constater dès le quart de finale de Ligue des Champions, avec Hakimi qui est suspendu. On va voir comment son absence sera compensée, mais bon, c'est étant donné ce que montrent les remplaçants, il y a quand même peu de garanties, je trouve, et de réponses vraiment très positives par rapport à la stratégie de Luis Enrique. Donc, suicidaire, non, j'irai clairement pas jusque-là. Mais voilà. Ce qui suscite des questions, ça, Ouais. oui. Ouais. Tiens, on nous dit, il crée de la concurrence avec des matchs en moins aussi, c'est pas facile. Avant, il y avait la Coupe de la Ligue et tout. C'est vrai que pour donner du temps de jeu à certains, aujourd'hui, c'est direct la Ligue 1 parce que bah c'est assez logique en fait. Bah, la compétition la plus importante pour le PSG, ne serait-ce que financièrement, c'est la Ligue des Champions. Ensuite, celle où tu joues des matchs décisifs, enfin l'autre où tu joues des matchs décisifs, c'est la Coupe de France. Et c'est vrai que la Ligue 1, au final, se retrouve la troisième compétition, alors qu'on a fait des fois des parcours complets en Coupe de Ligue avec des remplaçants. Bah voilà, mais comme tu dis, Daryl, moi il y a un truc qui me gêne un peu, c'est que les remplaçants sont pas bons en fait quand ils jouent. Et il leur donne du temps de jeu un peu je sais pas si c'est par pitié ou par nécessité, mais en fait il donne du temps de jeu à des gens qui ne le méritent pas. Ils l'ont par défaut, parce qu'il faut bien faire tourner, parce que la saison c'est long, c'est dur, qu'à partir du mois d'avril le calendrier va être très conséquent, et donc on va garder des forces pour plus tard. Mais en fait, je trouve que lui, il a raison dans son approche, dans le sens, bah, on n'a pas l'effectif, on n'a pas 22 titulaires, comme il le dit tout le temps, hein. Les titulaires, on en a 14-15 maximum, mais vraiment maximum. Et en plus, on a des blessés longue durée qui sont importants. Skriniar, c'est un titulaire, Kimpembe, c'est un joueur qui pourrait jouer, Marquinhos, ça serait un titulaire, Asensio, ça serait éventuellement un 15e joueur. Voilà. Mais il a pas le choix, je le comprends, mais c'est un peu gênant que ceux qui ont l'opportunité soient aussi peu performants quand même. Parce que ça, c'est un peu ce qui me met en porte-à-faux, c'est à quel point les remplaçants lui rendent pas ce que lui leur donne en fait. Et c'est un peu ce qui me gêne.
Oui, Ouais. Après, Daryl, ouais. ouais, non, juste un petit complément. Après, c'est vrai ils sont pas ils sont pas hyper performants, mais bon, c'est vrai, ils parlent quand même pas mal aussi de l'attitude dans ces conférences de presse, et c'est vrai qu'à ce niveau-là, j'ai pas vraiment de reproches à faire aux joueurs. Même les remplaçants ne se montrent pas véritablement au niveau, mais Bah, moi, il y si. a, je trouve que, ah, tu trouves que dans l'attitude ils sont pas. Bah, je vais vous citer un exemple. Vous avez vu des remplaçants s'arracher pour prendre des cartons jaunes, défendre comme c'est pas permis et tout ça? Bah, je vois pas Ah ça, moi. bah. Mais Non, je vois pas ça, mais je vois je vois du pressing. Bon, quand il est bien effectué, je vois des courses, du pressing, des efforts qui sont faits. Je trouve pas que les joueurs, enfin, je trouve pas que ce soit le point où qui doivent susciter le plus de reproches envers les joueurs. je suis d'accord. Mais on dit on est loin de la mollesse. C'est vrai que ça joue un peu plus que les saisons précédentes, mais je trouve que les remplaçants, à mon sens, sont montrent pas assez par rapport à tout ce qu'on leur donne en fait. Et alors Oui, c'est non, ça, je suis voilà. d'accord. Et c'est de la faute de Enrique parce que c'est lui qui les met sur le terrain techniquement. Mais je je trouve qu'il y a un petit côté dérangeant, mais pour moi il vient pas de son côté à lui, il vient plus de ses joueurs qui on me dit qu'il y a un plafond de verre niveau talent, ça c'est vrai, mais c'est là où les joueurs doivent faire plus, doivent donner plus. Je vois pas des joueurs qui se mettent minables pour aller chercher une place dans l'once de départ. Euh, on me dit Solaire, Lee, Ramos, ils s'économisent pas. On va pas me dire que Solaire il peut pas faire plus de courses à vide. Bah moi je pense que si, hein. Il y a une question de niveau, mais je vois pas des joueurs qui progressent spécialement via les entraînements, qui progressent via en se donnant plus. Euh, ils savent qu'ils seront jamais titulaires. Ouais, mais là, s'ils font pas plus, ils seront même plus titulaires en Ligue 1 sous peu. Donc c'est dommage que les jeunes soient pas meilleurs, parce que je pense que s'ils jouent pas plus parce qu'ils sont pas assez bons, on va pas, faut pas vendre de je ne sais quoi, hein. On parle de gamins, pour certains sont pas appelés en équipe de France de leur catégorie, quoi. Donc ils n'ont pas le niveau pour jouer au PSG, à cet instant en tout cas. Mais disons que j'en veux pas à Luis Enrique par rapport à ce qu'il fait, parce que je trouve que c'est logique par rapport au calendrier, par rapport aux enjeux généraux. Mais en revanche, j'en veux aux joueurs qui le font passer pour des glands, pour un gland, quoi. Je sais que toi, Blaise, le contenu moyen commençait à bien te fatiguer en général. Exactement, exactement. Mais ce que tu viens de dire juste avant de me donner la parole, je le partage en fait. C'était les choix du coach, et on en avait même déjà parlé au moment de la première sortie enfin, de Mbappé par Luis Enrique. Moi, les changements d'un coach, honnêtement, je ne serais pas là pour dire c'est bien, c'est pas bien, surtout que honnêtement, les résultats sont plutôt positifs. Si on passe l'obstacle Nice, il reste vraiment dans ce qu'on attend d'un entraîneur du PSG. Après moi, et là tu l'as bien dit, moi ce qui me dérange n'est pas les hommes alignés, le fait que Dembélé joue, enfin tourne, que Solaire soit aligné ou autre, c'est la qualité de leurs prestations. Et en fait, comme tu l'as bien dit, et j'avoue que la formule elle est super, c'est que c'est les joueurs en fait qui rendent discutables les choix qu'il fait. Parce qu'en soi, on est au Paris Saint-Germain, il y a de l'avance en Ligue 1, il y a la volonté aussi d'imprégner des principes collectifs qui sont bien plus forts, peut-être que ce que Galtier ou Pochettino, pour prendre les deux derniers entraîneurs, ont voulu infuser. Mais moi, ce qui me pose problème, c'est que par enfin, hasard ou pas, même si je pense qu'il n'y en a pas, les contenus de match sont pas bons. Les points et l'avance restent la même, parce que 12 ou 10 points ou même 9 points et je le répète, sur Brest, c'est pas comme si c'était un adversaire qu'on pouvait craindre sur la longueur. Mais moi, je vois les matchs, je vois on en avait même discuté avant le retour de la Ligue des Champions, sur la raréfaction des occasions franches, sur un contenu qui passait souvent pas exceptionnel, mais en tout cas d'un contenu qualitatif à quelque chose de moindre envergure. Mais là, honnêtement,
c'est assez plat. Honnêtement, ce sont des matchs qui sont joués. Je pense qu'ils sont joués avec sérieux. Vous l'avez dit dans l'attitude. Moi, je vois pas de joueurs qui sont complètement déconnectés du groupe, qui ne comprennent. Bon, ça après, c'est à la marge, mais en tout cas, je pense qu'ils comprennent le coach, ils comprennent ce qu'il veut. Mais le contenu, il est pas bon. Et donc, en fait, c'est plus dans ça que moi, ça me dérange. Parce que tourner. Et comme je l'ai évoqué avec le match anglais le Manchester City-Liverpool, au-delà de la qualité des joueurs et de la qualité du match, et, mais moi je vois ces équipes-là, quand elles intègrent un joueur, deux joueurs, trois joueurs, voire plus, même et en partant même des gardiens, bah, j'ai l'impression de voir une équipe et de Klopp et de Pep Guardiola. Et moi, en fait, c'est ça qui me pose un peu problème parce que dans la prestation, par exemple, qu'on a analysée en première partie, comme je l'ai dit, j'ai pas vu un match du Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Je pense que c'est ça qui le frustre un peu dans cette gestion. Il ne le reconnaîtra pas et il a bien raison de ne pas le faire. Mais moi, c'est plus ça qui me pose problème. Après, les choix lui donnent raison. Et encore une fois, si on se qualifie mercredi euh, et que bon, je pense que l'avance en Ligue 1, il n'y a pas trop de raisons qu'elle fonde. Il a totalement raison de procéder ainsi parce que là, ce qu'il fait, par contre, il fait des choses très positives pour le club. Demain, un joueur qui restera dans ce Paris Saint-Germain comprendra, surtout avec le départ de la grosse star. Et bon, on n'est pas à l'abri qu'il y en ait d'autres qui nous rejoignent, mais en tous les cas, c'est pas ce qui est annoncé. Je pense que tout le monde aura compris que Luis Enrique décide. Luis Enrique veut faire participer la majorité des joueurs et il n'hésitera pas à mettre sur le banc ou en tout cas à faire reposer et ou tourner des joueurs qui auraient un statut important ou des joueurs qui enchaîneraient quelques prestations convaincantes. Donc vraiment, c'est plus la réponse des joueurs à un turnover que je trouve pas dérangeant ou en tous les cas qui me déplaît pas. C'est plus dans ça que je trouve qu'il y a des choses qui me dérangent. Après, à voir aussi, c'est un moment un peu compliqué. Là, on analyse, c'est toujours assez compliqué d'analyser l'avant et l'après Ligue des Champions. Là, on va avoir un mois avec des matchs classiques de Ligue 1 et de Coupe de France, à voir si on retrouve la dynamique. Mais moi, en tout cas, je pense que on va retrouver parce que le tirage au sort va inévitablement proposer un adversaire qui, bah, je pense, à part si Dortmund se qualifie et qu'on retombe sur eux, un adversaire qu'on n'aura pas affronté. Et je pense que dès le tirage au sort et donc dès le week-end prochain, on devrait potentiellement voir des choses, en tout cas des choses travaillées et retrouver peut-être une équipe un peu plus conforme à celle qu'on dirait titulaire. Ouais, il y a juste un truc qui me gêne un peu dans ce que tu dis, et effectivement, le live est d'accord avec moi, c'est quand tu compares City et Liverpool au PSG actuel, c'est que l'entraîneur, il est là depuis 5-7 ans. Pour vous dire, Guardiola à City, il a connu Mbappé à Monaco. Klopp n'était déjà plus à Dortmund, puisque c'était Tourelle à l'époque, quand Monaco les avait joués, mais ça vous donne un peu une idée de la comment dirais-je, des automatismes naturels qui se sont créés au fur et à mesure. Et ça, enfin, c'est dur de demander à Luis Enrique d'arriver en 4 mois, où en sont les autres après 6 ans, 7 ans et tout ça, quoi. Donc, Bien sûr, Philo, mais si le débat, on l'avait en l'an 1 de Pep Guardiola en mars, je pense que quand il faisait tourner, la qualité, elle était peut-être moindre, et l'effectif aussi était moindre. Mais ouais. moi, je pense que dans mes souvenirs, j'ai parfois vu des équipes tourner avec des principes. Après, évidemment que la continuité sur un match, c'est 90 minutes, voire plus, et c'est relativement long. Et c'est pas forcément ce que je réclame. Mais par exemple, quand on parle de pressing, quand on parle de capacité à être patient pour faire progresser le ballon, à trouver les joueurs de côté, à relancer court, à trouver des automatismes. Pour moi, ça, en tout cas, ça, c'est ma manière de penser. On peut me dire ce qu'on veut.
ils s'entraînent de la même manière au même moment. Ouais. Le remplaçant, il voit ce que le titulaire doit faire et il répète ce que le titulaire doit faire. Non, tu as raison, je peux pas te dire le Et, contraire. et même pour pas forcément les prendre, même si bon, ça reste une équipe. C'est vrai que les exemples pris, et c'est même plutôt positif pour nous parce que les exemples pris sont très qualitatifs, mais même l'Inter, comme je sais plus avec qui j'en discutais ce week-end, mais moi, l'Inter quand elle tourne, Arnautovic, il a les mêmes occasions que Marcus Thuram. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que à l'époque, et quand un nouveau coach comme ça, dont le projet de jeu est aussi, je vais pas dire totalitaire, mais aussi direct, aussi précis, t'as forcément de la casse et des joueurs qui doivent partir, d'autres revenir et tout ça, quoi. Et ça, c'est peut-être quelque chose où il va falloir donner du temps à l'entraîneur. Alors, est-ce qu'il en aura? Ça, c'est autre chose. Je pense que vu la saison qu'on est en train de faire, il aura du temps. Même si, comme toujours, ça dépendra aussi de comment dirais-je, de la Ligue des Champions, de la fin de saison, tout ça. Mais il y a, enfin, vraiment, je pense qu'il est en train de faire quand il dit qu'il prépare la saison suivante. Quand il dit qu'il prépare comment jouer sans Mbappé, moi j'ai plutôt l'impression qu'il prépare, qu'il fait ses évaluations grandeur nature en fait. Et c'est, oui, il sort Mbappé de l'équipe parce que bah c'est trop facile. C'est un cheat code Mbappé. Tu le mets sur le terrain, il te donne un but. Donc, voilà. Donc à partir de là, ton match il est déjà à moitié gagné. Mais en revanche, ce qui est intéressant, c'est que bah, il y a des joueurs, il va dire à la fin de la saison à la direction, c'est pas possible quoi en fait. Ceux-là, on peut pas les garder quoi. Ils auront jamais le niveau. Donc, euh, c'est aussi ça qu'il est en train de faire quoi. Et je me mets à sa place, c'est logique parce que t'as 10 points d'avance. Après, si on est en fin de saison, que on a joué la finale de Coupe de France, que si ou ça et qu'il nous fait encore n'importe quoi, je vais dire écoute, c'est peut-être pas le moment quoi. Euh, bon, on verra la suite, mais je comprends un peu ce qu'il essaye de faire. Je suis pas sûr qu'il le présente très bien aux supporters. Je suis pas sûr qu'il le présente très bien non plus à tous ses joueurs. Mais euh, il y a, euh, il y a de vraies raisons je trouve, de le laisser gérer de cette façon, quoi. Et c'est pas du tout insultant pour Kylian Mbappé ou je sais pas toutes les conneries que j'ai pu lire. Euh, voilà. Euh, il y a aujourd'hui un joueur très fort au PSG. Il faut que les autres ils soient en mesure de faire mieux quand il est pas là. Et c'est vrai que ça s'appelle préparer la saison prochaine, mais je suis pas sûr que c'est. En fait, faut pas le prendre par l'angle Mbappé là pas là. C'est ce que les autres sont capables de faire quand Mbappé est pas là. Et j'ai l'impression que certains passent à côté de sa phrase quand il dit on doit commencer à travailler sans Kylian, parce que c'est pas se priver de Kylian, c'est voir ce que les autres peuvent faire en fait. Et ça, les réponses aujourd'hui, elles sont pas terribles à la place des joueurs. Enfin, je vois pas aujourd'hui comment. Enfin, on a parlé des difficultés de Ramos, on a parlé de Barcola qui est pas dans une très bonne forme, etc., etc. Il y a, il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir faire beaucoup plus en tout cas, et très vite, très très vite, parce que on parle de l'année prochaine, mais Mbappé a régulièrement une blessure musculaire au cours de la saison. Il l'a pas eu cette année. Il a eu beaucoup de chance. Bon, il a eu des petites douleurs au genou hein, après le tacle de Lilian Brassier, plus la cheville évidemment. Je suis un peu dans le flou concernant la suite que Luis Enrique va pouvoir donner à certains joueurs ou l'éventuelle continuité. Est-ce que d'ailleurs pour vous, ce qui est un peu le deuxième thème de ce sous-thème sur la fin de saison du PSG en Ligue 1, on peut quand même espérer pardon, un PSG un peu plus sérieux, un peu plus convaincant en Ligue 1 pour finir la saison? Ouais, Daryl? Ah bah oui, je pense, hein. Déjà, bah, je sais plus si c'était toi ou Blaise qui l'évoquait, mais là, je pense que le tirage au sort de la Ligue des Champions donc le fait de savoir, de connaître l'identité de l'adversaire va te permettre déjà de recentrer un peu tout le monde sur l'objectif et voilà, va remettre un peu dans les têtes qu'il est nécessaire de performer tout simplement sur le terrain. On va pas pouvoir se permettre d'arriver pour cette échéance en ayant encore enchaîné des matchs nuls ou des prestations au contenu décevant. Surtout qu'en plus, il y aura les matchs, enfin, on l'espère,
des matchs de Coupe de France supplémentaires. Donc, je pense que déjà, il y a cet aspect-là va un peu jouer sur les têtes et bon, j'allais dire remobiliser, mais je trouve pas que l'équipe soit vraiment démobilisée, mais voilà, vraiment permettre reconcentrer tout le monde d'essayer de faire de meilleures prestations. Et puis même là, rien que ce week-end aussi, après 3 matchs nuls, bon, je pense que l'équipe a quand même conscience qu'au niveau des résultats, c'est pas à la hauteur du niveau d'exigence que vous êtes en droit d'espérer du PSG. Donc, moi, je pense qu'on va pas, on va pas continuer comme ça sur ce petit rythme. Lui, Cédric ne l'acceptera pas déjà, à mon avis. Merci. S'il sent que les choses commencent à vraiment, vraiment partir un peu à volo, bon, je pense qu'il voilà, il resserrera la vis, qu'il réalignera, il se remettra à aligner les titulaires, que, voilà, que le message que son message passera, je pense pas. Je vois un coach qui est suivi par ses joueurs. Donc là, j'ai pas de raison de penser que cette phase va s'éterniser. À mon avis, Ouais. on va revoir des prestations un peu plus sérieuses. Alors, J'espère, bon, déjà bon, en Coupe de France, mais aussi, voilà, le week-end, que ce serait bien de se remettre à jouer 2 fois par semaine. après, il y a aussi l'Euro, la Copa América en fin de saison. Oui, Ça sent un peu le pilotage automatique pour certains quand même. Et je les comprends. Attends, tu sais que tu dois jouer encore presque 10 matchs si tu vas au bout de l'Euro avec les rencontres de préparation, tout ça. Je comprends que certains s'économisent un peu, tu vois. Mais bon. Je sais pas, Blaise, s'il est aussi optimiste que toi. Moi, je crains qu'on voit ce genre de match un peu bouilli, sachant qu'on a une marge pas possible en Ligue 1 sur la concurrence. Juste, attends, Blaise, après je te laisse la Oui, bien parole. sûr. Pour donner, j'ai quantifié un peu l'avance du PSG au cours comment dirais-je, des dernières semaines. C'est-à-dire que le PSG cette saison a tourné à 2,21 points de moyenne par match, je crois, ou quelque chose du genre. C'est plus que 2,21, 2,26 je crois, ou 2,25, c'est plus que le lance de l'année dernière, qui était à 2,21. Pour vous donner une idée, Brest, qui est deuxième, est à 1,84. Il reste 9 journées de championnat, le PSG a 10 points d'avance. Donc en gros, il te manque, j'ai pas le, je suis désolé, j'ai trop mal à la tête pour faire tous les calculs, mais en gros, il te manque 3-4 victoires, parce que c'est impossible que Brest ou n'importe lequel derrière gagne 9 matchs. Bon, il n'y a pas un suspense fou. Euh, à partir de là, ça va être dur de trouver les ressorts pour motiver tout le monde, on va dire. Voilà. bah, c'est sûr que si, par exemple, par malheur, on devait sortir en quart, bon, et vu le timing, je sais pas, on aura joué quoi, 3, 4 matchs de championnat d'ici là, un truc dans le genre. Donc oui, oui, voilà. Si pour peu qu'on prenne de nouveau les 3 points, oui, effectivement là, il faudra s'attendre ouais, peut-être à une fin en roue libre et à terminer la saison, à passer la ligne d'arrivée en rampant, quoi. Mais bon, on verra. Ah, je préfère rester optimiste. À mon sens, tant que des objectifs, enfin, les objectifs de la LDC et de la Coupe de France resteront en vie, je pense que on va pas sombrer, quoi. Ouais, 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 bon, on verra. Blaise, vas-y, excuse-nous. Oui, non, mais pas de souci. Ça reste intéressant parce que ça amène un peu plus d'éléments au débat. Moi, je suis plutôt de l'avis de Daryl. Et pour un peu étayer ma manière de penser, le coach dit des choses, pas forcément entendues. Il a dit deux choses en conférence de presse d'après-match. C'est que il n'aime pas faire de cadeaux, là il visait Ashraf, mais que il fallait arrêter de perdre des points et qu'il savait que son équipe arrêterait de perdre des points assez rapidement. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de doute sur le fait que je ne sais pas si ce sera exclusivement dans la composition d'équipe, mais je suis persuadé qu'on verra. On va retrouver un peu plus de continuité dans les matchs, un peu plus en tout cas
d'animation, on va dire, dans les rencontres. Donc à ce niveau-là, j'ai pas trop d'inquiétude, au moins, et ça reste toujours un peu le pavillon témoin et le moment charnière, jusqu'à ce qu'on soit potentiellement éliminé de la course à la Ligue des Champions. À ce moment-là, je pense qu'il y a pas trop de doute sur le fait qu'on aura une équipe qui continuera à aligner des prestations, en tout cas à remporter des victoires, et puis à reprendre là, sur les prochaines semaines, une trajectoire dans la qualité des matchs qui sera bien plus grande que ce qu'on a vu ces dernières semaines, entrecoupées, qui ont été, on le rappelle, entrecoupées des huitièmes aller et retour. Donc moi, je suis plutôt optimiste. Et j'ai l'impression que, comme je disais tout à l'heure, que le fait d'avoir là, bientôt, donc à la fin de semaine, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions, et donc un adversaire, et aussi, on l'a pas dit, l'adversaire potentiel en demi-finale, ça offrira vraiment des perspectives à ce groupe qui, aujourd'hui, c'est que bah, certains jouent peut-être leur dernier match, mais surtout un, et qui, on le voit, et ça c'est vraiment pas simulé. Il y a une ambiance qui est très bonne. Les joueurs apprécient de passer du temps ensemble et ont envie je pense, ont réellement l'envie de faire quelque chose de positif en Europe. Donc l'aspect France, bon, la Ligue 1, tu l'as expliqué, il n'y a pas trop de soucis. On a quand même potentiellement, donc on a le quart et potentiellement la demi-finale à domicile pour aller en finale contre Lyon ou Valenciennes. Donc vraiment, vraiment sur le territoire national, j'ai pas trop d'inquiétude. Et puis le fait d'avoir cet objectif Ligue des Champions, ou en tout cas d'avancer, et l'objectif, il est vraiment déclaré avec le coach qui dit qu'il veut qu'on soit parmi les quatre meilleures équipes dès cette saison. Ça laisse augurer un regain et une fin de saison qui sera moins pénible que ce que les dernières semaines laissent augurer. Pardon, j'arrivais pas à ouvrir le micro. Ouais, non, mais c'est ça. C'est vrai que sur le live, on me dit aussi qu'on a joué beaucoup de gros adversaires en Ligue 1 dernièrement. C'est pas faux. Là, je regardais le calendrier. Dans les matchs compliqués, il nous reste Marseille là-bas, Nice là-bas, Lyon, c'est au parc, et le reste, c'est pas fou. Là, Marquinhos, indisponibilité. Bah là, il y a Eric Frosio qui est au Brésil. Il a été déchargé de la sélection brésilienne. Donc, il sera pas là contre Nice. Il sera pas là contre. C'est quoi? C'est à Montpellier dimanche. Je pense qu'il vise un retour contre Marseille le 31 mars prochain, donc dans 3 semaines, et ça lui fera pratiquement un mois d'absence au total, même plus d'un mois d'absence. Un mois et demi, puisqu'il s'était blessé juste après le match aller contre la Real Sociedad. Donc tendon d'Achille, mollet, alors, ça a parlé du mollet, mais visiblement c'est plutôt le tendon d'Achille en fait. Donc à suivre. Mais en tout cas, l'indisponibilité va se compter en mois au final. Voilà. On a fini pour ce soir, je suis désolé. Bon, on a quand même 1h50 de podcast, donc on vous a pas volé sur la quantité. Oui, je suis encore malade et là j'ai vraiment beaucoup de mal à finir. Donc je voudrais remercier Enfin Voilà Quoi pour le sub il y a quelques minutes. Et on va vous dire à la semaine prochaine. Donc lundi prochain, on aura le débrief de. Excusez-moi, là c'est vraiment dur. De Montpellier PSG. Le commentaire sur le tirage au sort, puisque ça sera là. Et ça sera tout après pendant la trêve internationale. Bah, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires sur YouTube ou autre des idées de thèmes pour la trêve internationale. On va essayer de faire quelque chose un peu sympa, parce qu'on a fait pas mal de trucs un peu autour des médias, mais peut-être que on voudra changer un peu. Merci pour les bons rétablissements. Il fait pas spécialement froid à Londres, mais avec un petit bonhomme qui va à la crèche, je récupère tout ce qu'il me ramène de la crèche. Donc des dessins, de la mauvaise pâtisserie et des rhumes. Voilà, à peu près. Sur ce, merci à tous pour votre fidélité. Vous étiez encore 250-280 à nous écouter débriefer un PSG Reims qui franchement valait pas la peine. Donc merci à tous. Et on vous dit un retour sur le match de début de l'RQSI. Bah pourquoi pas, tiens, c'est pas bête. On avait fait des podcasts pendant le confinement, je sais plus lequel, sur les années 90. On avait refait PSG Milan, PSG Barça, tout ça. Donc c'était sympa. Peut-être, tiens. N'hésitez pas à proposer des matchs d'ailleurs. Mais c'est vrai que pour revoir, parce que bah, c'est Culture PSG, c'est mon métier, hein, pour ceux qui ne le savent pas, je revois régulièrement des bouts de match, des buts, tout ça. Euh,
c'est impressionnant de voir à quel point le PSG, quand il arrive en 2012-2013, est une équipe pas du tout aboutie collectivement par rapport à aujourd'hui, même ce qu'on peut voir aujourd'hui, quoi. Donc voilà. Et il y a des félicitations pour Blaise et Daryl qui s'améliorent de podcast en podcast, mais oui. Vous avez vu que bon, Mathieu croule sous le travail, il est pas trop dispo en ce moment. Omar a beaucoup de travail aussi, il a pas forcément le temps. Titi est ravagé par le grand capital, je suis désolé. Donc il y a un peu un turnover au sein de l'équipe du podcast. Mais en tout cas, on est content qu'il soit avec nous. Et il n'y a pas de raison que ça continue pas. Et puis bah, certains vont revenir, hein. Je pense à Ryan, à Raphaël, à Dan Perez qui était là il y a pas longtemps, à Mathias, à Théo. Des noms que vous avez déjà entendus qui reviendront. Oui. Philo, tu dis Ryan parce que tu sens le PSG Real, c'est ça? Aussi, mais Ryan a quand même une grosse expérience de la Ligue des Champions. C'est un avis que j'aime beaucoup entendre parce qu'il est un peu dissonant, parce que euh, il a les comparaisons avec les très très grands clubs qui peut regarder tout ça, donc c'est intéressant. Mais moi, je vous dis, le PSG Real Madrid, je vois venir gros comme une maison, donc on verra, hein. Je souhaite avoir tort, parce que les 35 000 articles sur Mbappé et le Real Madrid, je les vois déjà venir de loin. Donc, on verra. Sur ce, à très bientôt. Merci pour tout encore une fois. Et bonne soirée, bonne nuit tout le monde. Ciao, ciao, bisous. Ciao tout Ciao, le monde, bisous. bonne soirée, bisous. Et vive l'open source quand même. N'oublions pas. Allez, à bientôt.